Ouais, la caméra est-tu droite? Elle n'est pas droite, on est là, je vais l'arranger. Bonsoir les mordus, tranche de vie d'un investisseur immobilier, 26 novembre, prise 2. On était live, on n'était pas live, on n'est pas sûr, ça va bouger un petit peu là. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. On a encore un expert chevronné qui va venir nous aider ce soir dans diverses situations qu'un investisseur immobilier doit faire face. Avant de commencer, laissez le temps aux gens de se loguer. Donc, on laisse le temps aux gens de se loguer. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Je vais aller moi-même partager le live sur une de mes plateformes. Donc, faites la même chose. Partagez le live à vos contacts, à vos amis, à votre réseau. Taguez des amis et dites-nous d'où vous venez. Le concept est super simple. Tranche de vie d'un investisseur immobilier, on a pour vous un expert chaque semaine. Cet expert-là va venir répondre à vos questions. Donc, posez vos questions rapidement si vous voulez qu'on ait le temps d'y répondre. Chaque semaine, on est obligé de skipper quelques questions. C'est vraiment dommage pour les gens qui les ont posées. On voudrait répondre à tout le monde, mais parfois, ce n'est pas possible. Donc, je suis en live et voilà. Right. Fait que je vais partager, comme j'ai dit, comme tout le monde doit faire. Puis ensuite de ça, je vais dire d'où je viens. Donc, on a Jeffrey Mon qui vient de Boucherville. Bonsoir, Jeffrey. François Simon, Go Abs Go. Donc, on a un partisan du Canadien. Le Canadien joue contre Maple Leaf ce soir. Ça a l'air que c'est des formations presque complètes. Vous le savez, je suis aussi un mordu de hockey. Donc, si vous seriez bien gentil de me texter le score au fur et à mesure que je puisse participer. On veut des gagnants cette année. On a des belles surprises jusqu'à présent. Yves-Michel Deschênes de Sainte-Marthe. Bonsoir Yves-Michel. Donc Nathalie Bellil. Nathalie, ça me fait plaisir de te voir là. Marco Guérin. Marco qui est toujours un des premiers, il est à Sherbrooke. Donc toujours un des premiers à venir nous saluer. Concept super simple. Vous likez, vous partagez, vous taguez un ami, vous nous dites d'où vous venez. Si vous avez des réseaux d'investisseurs immobiliers, notre mission les mordus, aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Et c'est pour ça qu'on fait tranche de vie d'un investisseur immobilier. On invite un expert chaque semaine à répondre à vos questions. Cette semaine, je me posais la question très sérieusement, où est arrivé le déclic dans ma carrière d'investisseur? Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent bien, savent que ça fait à peu près 13 ans que j'investis en immobilier. J'ai été 7 ans investisseur seul de mon côté. Puis les 5 dernières années, j'ai eu un partenaire qui est venu m'aider, qui a compensé mes forces, mes faiblesses. Puis je sais que c'est en grosse part à cause de ça que mes investissements ont explosé. Mais où est-ce que le déclic s'est vraiment fait? C'est la journée où j'ai appris à calculer la valeur économique d'un immeuble. À ce moment-là, je suis arrivé à faire des mathématiques immobilières. Mon parc immobilier est passé de 50 portes avec mon partenaire à 350 portes en moins de 4 ans. Donc, le moment tournant dans ma carrière d'investisseur immobilier, c'est la journée où j'ai appris à calculer la valeur économique. Ce que ça m'a permis de faire, calculer la valeur économique, c'est de faire des pirouettes avec les mathématiques immobilières, puis de faire exploser le nombre de portes que j'avais. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un investisseur immobilier, exploser le nombre de portes? Première des choses, ça te permet d'avoir une économie d'échelle. Tu vas être d'accord avec moi que si tu fais déneiger un 8 logements dans un coin tout seul, tu es obligé d'appeler une compagnie de déneigement, il va te charger un prix. Mais si tu as 4-16 logements dans le même secteur, probablement que l'économie d'échelle va te permettre d'avoir une gestion plus saine et à la fin de l'année de faire plus d'argent avec ça. Même chose avec tes assurances, même chose avec Bell, Vidéotron. Donc, toutes tes postes de dépenses vont en être diminués. Tout ça grâce à une petite formation que j'ai suivie, puis j'ai appris à calculer la valeur économique et à faire des mathématiques immobilières. Qu'est-ce que ça m'a permis d'autre aussi? Ça m'a permis d'offrir à ma famille une qualité de vie supérieure. Pourquoi? Parce que l'immobilier permet d'avoir des rendements vérifiables, stables, fixes. Je m'excuse. C'est moi l'animateur, puis je n'ai pas formé à sonner mon téléphone. J'espère que vous ne l'avez pas entendu trop tôt. Donc, ça permet d'avoir des revenus fixes et stables. Ça permet à quelqu'un de continuer d'avoir ses projets, de continuer à travailler, puis d'avoir un revenu supplémentaire qui rentre. Donc, je souhaite à tout le monde, d'avoir la chance d'investir en immobilier, puis de pouvoir offrir à sa famille, à ses amis, une qualité de vie meilleure. Ce soir, notre expert invité, Peter Quinn. Peter est directeur de la division Planiprêt commercial
Il est courtier hypothécaire spécialisé en financement multilogement et commercial. Ce qui est particulier avec Peter, c'est qu'avant d'être courtier spécialisé, ça a été un banquier chez Desjardins. Peter, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au Mordu. Merci de l'invitation. Good. On est content de t'avoir avec nous parce que je pense qu'on va avoir plein de questions pour un spécialiste en financement commercial, en financement multilogement. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton parcours, de ta tranche de vie à l'investissement immobilier? Effectivement, dans le fond, ça fait très longtemps que je suis dans le monde de la finance, surtout de la finance immobilière en tant que telle. Ouais. J'ai travaillé pendant 23 ans auprès de Desjardins en financement commercial dans les 5 dernières années de ma carrière. À la fin, avant que je quitte Desjardins, j'étais directeur d'un centre financier aux entreprises, donc on gérait également une équipe qui était spécialisée à ce niveau-là. Et un peu comme vous autres, en tant qu'investisseurs, où à un moment donné, vous voulez avoir un peu une autonomie dans vos investissements puis dans votre vie, où à un moment donné, on ne veut plus travailler pour quelqu'un, on veut être notre propre patron. Exactement, faire des heures pour nous-mêmes. Effectivement, c'est là où le déclic s'est fait de devenir courtier hypothécaire. Dans le fond, l'expérience que j'ai au niveau commercial, les connaissances, le réseau d'affaires que j'ai, faisait en sorte que je pouvais un jour vivre de mes propres connaissances plutôt que de travailler pour une organisation. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de faire ça. Good. Ce soir, posez vos questions. Notre thème, c'est vraiment le financement commercial, le financement de multilogement. Toutes les questions que vous allez avoir, commencez à les poser maintenant, qu'on puisse mettre un ordre là-dedans, puis trier ça, puis s'assurer d'être capable de répondre à toutes vos questions. On a une invitée extraordinaire. Yann, peux-tu nous montrer le cadeau qu'on va faire tirer? Oui, absolument. Oui, donc une belle pochette pleine et prêt. Avec, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, j'aime ça. Pochette intéressante, avec du liquide. Une vraie pochette intéressante. Oh, 2 bouteilles de vin. On a un beau Broglio de Baron Ricasoli. Donc, un Broglio 2014, ainsi que un Robert Mondavi, un Cabernet Sauvignon de Monterey County. Donc, ce soir, le règlement déjà, c'est qu'il faut entrer la date de la prochaine formation de la Faculté des Mordus. Donc, date de la formation de la prochaine Faculté des Mordus. Vous avez juste à l'inscrire. Tu veux-tu l'écrire que c'est ça le concours? Oui. Donc, Yann va le taguer dans le haut du fil d'actualité. Il va inscrire que ceux qui vont inscrire la date. La bonne date, oui. La bonne date. Donc, allez voir sur nos réseaux sociaux, allez voir sur notre site Internet, facile à trouver. Ceux qui vont écrire la bonne date, à la fin, notre ordinateur va choisir, l'algorithme va choisir un gagnant qui va se mériter ce beau sac cadeau. Quand même pas rien, hein? On a des invités qui vous gardent, la gang. Fait que je vais juste serrer ça, qu'on ait de l'espace pour travailler. Moi, je pensais qu'on allait l'ouvrir à soir, mais bon. Mais bon, on va la faire tirer. On a d'autres choses à voir ce soir, Peter. All right. Donc, merci à tout le monde d'être là. Et oh, là, c'est-tu la bonne date? Oh, il y a des dates qui pop, là, c'est le fun, ça. Parfait. J'aime ça quand ça participe comme ça. Ça va permettre à l'algorithme de Facebook de donner beaucoup de reach. Merci beaucoup tout le monde. Première question. Financement commercial, financement multilogement, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on qualifie dans un prêt commercial ou qu'on qualifie dans un prêt multilogement? Qu'est-ce qui... Dans le fond, au niveau des banques, il y a plusieurs critères, puis chaque institution financière a ses propres critères en tant que tel au niveau de la qualification. Mais dans le fond, quand on parle de multilogement, techniquement, on parle d'un immeuble qui n'est composé que de logements résidentiels. OK. On peut, à la limite, si on a une petite proportion commerciale, en général, on va parler entre 20 et 30 d'occupation commerciale et moins. Encore là, je dis entre 20 et 30 parce qu'en financement conventionnel, à 20 et moins, on peut encore le passer au niveau multilogement, tandis que si on est en SCHL, à 30 et moins, c'est possible également. Donc, dès qu'on dépasse d'un point de vue multilogement et commercial, cette proportion-là, on tombe dans un prêt commercial. Et là, dans la portion pré-commerciale, rentrent tous les types d'immeubles commerciaux à revenus, industriels, bureaux, tour à bureau, professionnels de la santé, tous ces immeubles. Donc, le commercial, c'est vraiment ce qui renferme les commerces. Multilogement, c'est ce qui renferme les logements, assez facile. Puis, dans les structures, tu disais que les ratios prévalents pouvaient varier. Est-ce que... Oui, effectivement. Dans le fond, quand on parle de multilogement pur, le financement, généralement, en conventionnel, est limité à 75 %.
Parfait. Et sinon, quand on va vers un produit SCHL, on peut atteindre jusqu'à 85 %, mais c'est toujours basé sur le plus petit entre la valeur économique, Ouais. valeur importante, ou le prix qu'on paye. Donc, plus on va payer un immeuble plus cher que sa valeur économique, plus la mise de fonds exigée va être importante. Exactement. Donc, il faut faire attention à ça parce que le nerf de la guerre en investissement immobilier, ils mettent le moins de mise de fonds, avoir le plus haut rendement possible. Puis, dans ce cas-là, c'est la différence entre un conventionnel et un SCHL. Il y a les primes, il y a tous les calculs à faire quand est-ce qu'on rentre dans notre investissement. Pas compliqué, mais il y a un calcul à faire, puis il faut s'entourer des bonnes personnes si on ne sait pas le faire nous-mêmes. Effectivement. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on entend beaucoup parler de valeur économique, puis vous le voyez très certainement sur les mordus, intervenir au niveau des... Il y a plusieurs personnes qui ont des questions à ce niveau-là. Une valeur économique, ce n'est pas une valeur marchande. Une valeur économique, c'est ce qu'on appelle dans le fond le calcul de la capacité d'emprunt de notre immeuble. Donc, plus on paye cher un immeuble, par rapport à sa valeur économique, moins on aura d'emprunt pour pouvoir le financer et plus votre mise de fonds va être élevée dans ce cas-là. Je pense que c'est super clair, c'est vraiment bien vulgarisé la façon dont tu l'as dit. J'espère que tous les mordus ont bien compris. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On commence déjà à avoir quelques questions qui... Il doit y avoir un micro sur un clavier près de vous. Ouais, je vais m'enlever. Yang est proche ou il tape fort des doigts. Donc, Nathalie Delisle, elle a l'oreille solide. As-tu fermé le micro de la Mivo? Peut-être c'est ça? OK. Parfait. Donc, la différence entre un financement d'un prêt résidentiel et un prêt commercial ou multilogement? Oui. Alors, dans le fond, dans le résidentiel, si vous êtes un premier investisseur, donc premier immeuble que vous achetez, et que vous achetez, par exemple, un immeuble de 6 logements, très facilement, on va pouvoir vous qualifier dans un financement résidentiel. Ça veut dire des taux d'intérêt résidentiels. Le son, il est plus bon. Oui. Donc, à ce moment-là, on parle de produit SCHL parce que ça ne sera pas nécessairement super intéressant dans ce cas-là. On va dans un financement résidentiel. Donc, généralement, tout ce qui va rentrer dans la catégorie résidentielle, c'est les 4 logements et moins. Ça, c'est un automatisme. Ça rentre dans cette catégorie-là parce que la qualification est différente. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Et quand on rentre dans le 5 logements et plus, dépendamment du nombre de portes que vous avez, si c'est votre premier investissement ou non, vous allez être qualifié soit commercial ou soit résidentiel par l'institution financière, d'où le pourquoi on est là pour vous aider à déterminer exactement dans quelle catégorie et avec quelle institution financière on va pouvoir vous accompagner. Donc, la qualification entre le... Dans le fond, la qualification dans le commercial va finir par... La qualification, si on vous qualifie au niveau résidentiel, c'est surtout basé sur votre capacité de paiement personnel, donc vos revenus personnels, les revenus des associés avec lesquels vous êtes. C'est surtout basé sur ça qu'on va qualifier. Ça, c'est dans le résidentiel. Ça, c'est dans le résidentiel. Donc, si on veut le vulgariser, dans le résidentiel, vous devez supporter l'immeuble. Effectivement. Parfait. Donc, à la limite, l'institution financière pourrait nous faire un prêt à 80% d'une valeur marchande et que notre immeuble, par exemple un 4 logements, si on fait le calcul, ne soit pas rentable au niveau de la... Parce qu'on a des gros parce que le revenus. financement est très... Puis parce que le financement est quand même élevé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va compenser le manque de rentabilité de l'immeuble? C'est nos salaires personnels. Donc, plus nos salaires sont élevés et constants dans le temps, parce qu'évidemment, on cherche à avoir un 2 ans stable, une stabilité au niveau de nos revenus personnels. Et évidemment, le moins d'endettement possible, tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit, tout ça va venir vous nuire au niveau de ce calcul-là. Bien, quand on tombe dans une transaction où l'immeuble n'est pas rentable, on peut quand même la financer basée sur la rentabilité, les revenus des investisseurs. Je comprends. Sinon, quand on tombe dans une transaction plus dite Commerciale, donc multilogement et commercial seraient semblables? c'est la même chose. Dans ce cas-là, on va calculer une valeur économique. Le calcul en valeur économique sur un immeuble à logement multirésidentiel est différent d'un immeuble commercial pur. Il y a 2 méthodes différentes pour le calculer. Mais dans les faits, c'est ce qui va venir déterminer le montant d'emprunt qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, dans le fond, sur un immeuble multilogement, la qualification se fait en premier sur l'immeuble lui-même et ensuite sur la valeur nette puis le pouvoir d'achat de l'individu. Parfait. La question qui tue.
Je ne sais pas si on a des questions là. On va voir si c'est des questions. Le concept de valeur économique. Ouais, il y a quelques questions, on va laisser le temps à Yann de nous les envoyer. Très rapidement, là, avant de passer à la prochaine question, je veux juste dire que Peter, à la prochaine cohorte, la première cohorte de la faculté des mordus, il va être formateur invité. On va donner une belle formation de 3 heures sur le calcul de valeur économique. Donc, il va vous expliquer exactement quel est le calcul qu'il faut faire pour avoir une valeur économique et savoir combien de financement vous allez pouvoir aller chercher avec cet immeuble-là. C'est vraiment la clé dans une transaction immobilière. Je vais y aller avec des questions du public. Il y en a plusieurs. Mon Dieu, on a donc. C'est-tu de la semaine passée, ça? Ou... Non, c'est là. Je viens de t'en envoyer 3. Nathalie Bellette. Okay. 1, 2, 3, parfait. OK, c'est parce que c'est envoyé perso, c'est beau. Si on a des contacts avec notre banque, qui allait voir en premier, notre banque ou le courtier? Donc, Nathalie, elle a un bon contact avec son directeur de compte. Quelle est la différence pour elle entre aller voir son banquier ou toi? Dans le fond, tout le monde a déjà, en général, un bon contact avec son banquier. Sauf que le rôle du courtier hypothécaire, c'est de mettre les banques en compétition entre elles. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je ne me placerai jamais en compétition avec votre banquier. Si demain matin, vous m'appelez, Peter, j'achète un 12 logements, j'ai déjà une offre de Desjardins, puis je veux savoir ce que toi, tu peux offrir, je peux vous donner l'information, mais dans les faits, vous auriez beaucoup plus avantage à m'utiliser dès le départ, parce que quand moi, je consulte Desjardins, c'est avec un volume d'affaires beaucoup plus important que votre seule transaction à vous. On fait quand même plus de 150 millions par année en volume d'affaires commerciales. C'est sûr que quand je vais voir Desjardins ou un autre prêteur, je vais voir Desjardins avec tout le volume d'affaires que j'ai fait dans l'année. Alors, ça me permet de négocier des conditions de financement qui sont certainement beaucoup mieux que ce que vous allez obtenir vous-même seul avec votre 12 logements. Moi, il y a une question qui me revient souvent. Le courtier doit être payé en quelque part dans la transaction. Puis les gens me disent, finalement, c'est sûr que c'est nous autres qui le payent. Pourquoi? Oui. Pourquoi qu'on fait affaire avec le courtier? Au niveau commercial, dans le fond, les courtiers hypothécaires sont payés de 2 façons. Soit que c'est vous qui payez la commission du courtier, ou soit qu'on peut négocier avec un prêteur. Ce n'est pas tous les prêteurs qui le font, mais on peut négocier notre commission avec le prêteur. L'avantage, très souvent, de payer le courtier vous-même, c'est que quand on va faire un calcul de valeur économique, puis peut-être certains, vous êtes peut-être moins familiers avec ce calcul-là, mais le taux d'intérêt rentre en ligne de compte dans le calcul. Parce qu'évidemment, on calcule une valeur d'emprunt. Plus le taux d'intérêt... le taux d'intérêt devient une dépense au même titre que les assurances ou n'importe quoi. Et voilà, c'est ce qui nous permet de calculer la rentabilité de l'immeuble avec son financement. Donc, plus le taux d'intérêt est petit, plus la capacité d'emprunt va être élevée. Alors, si le prêteur me paye moi plutôt que vous, le prêteur va augmenter son taux d'intérêt pour payer ma paye. On s'entend qu'il n'y a rien de gratuit dans le monde. Là, dans le courtage hypothécaire de façon générale, si vous utilisez les services d'un courtier résidentiel pour faire une transaction sur une maison ou un bungalow, généralement, le courtier est payé par son banquier. Mais dans le commercial, c'est différent. Et c'est à votre avantage parce que si je peux utiliser un taux d'intérêt plus petit en excluant ma commission, je viens augmenter votre valeur d'emprunt. Et dans ce cas-là, je viens minimiser votre mise de fonds. Et très certainement beaucoup plus que ce que vous allez nous payer comme commission. Donc, au final, il faut que vous ayez une décision. En faisant le calcul de travailler avec le courtier ou sans le courtier, finalement, notre avantage quand on fait les calculs finaux d'une situation versus l'autre, généralement, le courtier va... Si on veut mettre des chiffres à ça, actuellement, un financement d'1 million et plus, on a un taux d'intérêt qui peut atteindre environ aujourd'hui 3,32 pour 5 ans. Okay. Mais si on inclut notre commission dans le taux d'intérêt, on va être à 3,52. Le 20 points de différence va nous faire perdre la valeur d'emprunt. Exactement. Fait que c'est mieux de le payer one shot au notaire. Et voilà. Mais vous allez retrouver très souvent sur le marché des courtiers hypothécaires qui ne vous offriront pas cette différence-là. Ils vont vous donner un taux, commission inclus, that's it. Questionnez votre courtier hypothécaire parce qu'on peut vous offrir la différence et de façon transparente vous montrer les 2 options. Je comprends. On a Pierre Gay. Est-ce que la région en placement de l'immeuble influence sur le calcul de valeur économique? Oui, effectivement.
Un 8 logements à Montréal dans le secteur, par exemple, Verdun, versus un 8 logements dans le secteur de Montréal-Nord va être différent. Et le même 8 logements à Trois-Rivières dans le centre-ville va être différent. Et pourquoi? Admettons qu'on a une situation où tous les revenus sont pareils. On a le même immeuble avec les mêmes revenus et les mêmes dépenses. Ce qui va faire varier, c'est notre fameux taux de vacances. Donc, je donnais l'exemple de Trois-Rivières, centre-ville. Le taux de vacances est à 10,3 en date d'aujourd'hui. Donc, si je compare avec Montréal-Nord qui est à 3 ben, j'ai 7 plus de dépenses par rapport à mes revenus bruts. C'est clair qu'on vient affecter la valeur économique. Autrement, la localisation vient influencer aussi par les dépenses parce qu'on s'entend que les assurances ne sont pas les mêmes à Shawinigan qu'à Montréal. Le coût des taxes municipales et scolaires, le taux de taxation diffère aussi. Oui. Moi, j'ai remarqué beaucoup que dans le multilogement sur la Rive-Nord, les taxes sont beaucoup plus chères que sur la Rive-Sud. Le taux de taxation, Montréal ressemble beaucoup à la Rive-Sud, mais il faut qu'on passe là, Laval, Terrebonne, Blainville, ces secteurs-là, très très chers comme taux de taxation. Effectivement. Sauf que les revenus vont être différents aussi par rapport à l'immeuble. Donc, si on parle vraiment d'un secteur en particulier, c'est les dépenses et notre taux de vacances qui vont venir influencer la valeur économique. Good. Stéphanie Benoît, quelle est la mise de fonds requise pour un immeuble 60 commercial, 40 résidentiel? C'est bon ça, un immeuble hybride. Oui. Souvent on voit ça, rez-de-chaussée, on a du commercial, puis en haut c'est des logements. Ça, c'est ce qu'on va appeler un immeuble semi-commercial dans notre jargon. Ce qui va influencer votre mise de fonds va dépendre beaucoup du type de commerce que vous avez en bas. Parfait. Si j'ai un restaurant chinois en bas versus si j'ai une succursale de la SAQ, c'est pas du tout la même chose. C'est là qu'on entend parler de locataires AAA. Effectivement. Si j'ai un immeuble semi-commercial avec une SAQ en bas, il y a de fortes chances que je vais pouvoir aller chercher un financement qui va varier entre 75 et 80 du plus petit entre le plus payé ou la valeur marchande. Mais si j'ai un restaurant chinois en bas, ça risque de se limiter à 65-70 Parfait. Donc, la qualité du locataire est importante. La longévité du bail est importante aussi. Donc, notre locataire, on peut signer un bail de 5, de 10 ans, contrairement au résidentiel, puisque c'est des baux d'un an. Effectivement. Donc, pour revenir au même exemple, où là, j'ai un superbe immeuble avec une SAQ en bas, mais le bail de la SAQ vient échéance dans 6 mois, on va avoir un enjeu avec la banque. Donc, mais si j'ai un bail qui reste encore 10 ans de terme à courir, c'est autre chose. Parfait, ça. Parfait. On a CM, j'espère que je prononce bien. Est-ce possible de financer un immeuble à revenu, exemple un sixplex, en groupe? Si oui, c'est quoi la limite permise et le pourcentage de la mise de fonds pour un financement conventionnel en groupe? Donc, je comprends qu'il y a plusieurs investisseurs sur... Alors, quand vous êtes plusieurs investisseurs, c'est possible de faire de la même manière que si une seule personne achetait l'immeuble. Donc, les financements conventionnels vont être aussi entre 75 et 80 dans un immeuble comme un 6 logements, comme on parle. Mais si vous êtes plusieurs investisseurs, là, on parle vraiment d'une transaction qui va être qualifiée commerciale et votre mise de fonds va surtout être limitée à 75 Parfait. Et dans ce cas-là, ce qui est souvent recommandé quand vous êtes plusieurs investisseurs, c'est de vous constituer en compagnie pour faire votre transaction. De cette façon-là, évidemment, chacun peut clarifier sa position au niveau de l'entreprise puis des actions qu'il détient. Parfait. La question qui tue, je parlais tantôt, là, on était voir un petit peu le public. L'influence du taux d'intérêt qui va grimper cette année sur la valeur économique. Est-ce que tu as une règle du pouce que tu pourrais donner? Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Parce que, combien ça va monter? Combien ça va monter? Parce que là, tout le monde sait que ça va monter. Ça fait 10 ans, j'entends dire, à un moment donné, ça va monter, à un moment donné, ça va monter. Là, ça monte. On est dans le moment donné. Oui, c'est ça. On est dans le moment donné. La Fed, justement, aux États-Unis, a annoncé une augmentation de son taux d'un quart de 1% aujourd'hui. On est rendu à 2,25 dans ce cas-là, du côté des États-Unis. C'est sûr que ça va mettre de la pression sur le Canada. L'inflation est quand même importante. Là, on est en croissance économique. Ça va quand même très bien à ce niveau-là. Donc, veut pas, l'inflation est en hausse. Le taux de chômage est relativement bas. Tous ces éléments-là viennent mettre de la pression pour une augmentation des taux. En principe, au mois d'octobre, on devrait voir une prochaine d'intérêt. Approximativement d'un quart d'1%. Ça va se limiter à ça pour tout de suite. Et après,
Ça devrait rester stable, selon moi, pendant un certain temps, le temps de voir l'économie réagit comment. Ça fait quand même plusieurs hausses de taux d'intérêt qu'on vit. Et les derniers indicateurs du mois de septembre nous montraient qu'on avait une certaine stabilisation de l'inflation, puis on avait à peu près perdu 50 000 emplois, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va atteindre une stabilisation au niveau de nos taux d'intérêt, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, souvent, les clients me demandent, Peter, ça va monter de combien dans la prochaine année? Votre boule de cristal est aussi bonne que la mienne, là, mais je pense qu'on peut prévoir un minimum d'au moins 0,5% au niveau de l'augmentation des taux. D'ici à la fin de l'année ou dans le prochain 12 mois? On va dire dans le prochain 6 à 12 mois. 6 à 12 mois, oui. Parfait. Fait que c'est pas catastrophique. C'est sûr qu'on perd de l'argent, c'est sûr qu'on perd de la capacité d'emprunt, mais c'est quand même pas catastrophique. Cette capacité d'emprunt-là qu'on perd, elle est importante parce qu'une fluctuation des taux d'intérêt, on a déjà estimé qu'à chaque fois qu'on gagne à peu près l'équivalent d'un demi de 1%, on perd environ 5 de valeur d'emprunt. Un demi de 1% égale 5 de valeur d'emprunt. Donc, si j'avais une hypothèque d'1 million et puis que le taux augmente d'un demi de 1%, donc de 0,05, j'ai juste 950 000 de financement disponible. Effectivement. Ça veut dire que ma mise de fonds vient d'augmenter. Mise de fonds vient d'augmenter ou si je suis déjà propriétaire et que je veux refinancer dans un an, ma capacité d'emprunt vient de diminuer. Ouais. Donc, si je veux acheter un autre immeuble dans le futur et que je sais que les taux d'intérêt vont augmenter, je vais peut-être faire le choix de faire le refinancement aujourd'hui, même quitte à payer une pénalité avec mon prêteur, plutôt qu'attendre dans 6 mois puis perdre 50 000. Je vais vous suggérer un truc à une pièce et quart. Ça ne me dérange pas, je prenne une petite parenthèse. Dans vos offres d'achat, vous pouvez inscrire, il y a une façon d'inscrire la clause sur laquelle le financement que vous allez baser doit être du montant qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, toute augmentation du taux durant la transaction sera aux frais du vendeur. Donc, dans ce cas-ci, l'augmentation aux frais du vendeur, c'est 50 000 de valeur qu'on vient de perdre. Bien, c'est le vendeur qui va le payer. Fait que ça peut être bien intéressant là, d'inscrire ça dans notre... c'est un truc vraiment important parce que... Puis il y a des gens qui disent que ça se fait pas, mais oui, ça se fait. Parce que les vendeurs, des fois, soit sont pas à l'affût, ils s'en rendent pas compte. Puis n'oubliez pas que la promesse d'achat qu'ils signent, c'est un contrat. Ils s'obligent à respecter ça, là. Et d'autant plus, quand on fait une transaction quand même d'importance, dans ces transactions multilogements-là, on ne peut pas garantir un taux 30, 45, 60 jours à l'avance. Très souvent, le taux d'intérêt se fixe à la signature du contrat avec le prêteur. Donc, tout le moment où vous négociez la transaction, jusqu'au moment où votre financement est accepté, les taux d'intérêt peuvent monter puis influencer votre mise de fonds. Tu me fais penser, on parle de ligne de temps. Un financement là, devrait prendre combien de temps avec un courtier à négocier? Jour 1, là, je viens te rencontrer, voici mon projet, Peter. Je mets quoi comme délai, là? C'est 4 semaines, c'est 1 mois, c'est 2 mois? Ça dépend évidemment de l'ampleur du projet. Ouais. Une transaction sur un petit immeuble, en général, on va avoir obtenu notre offre de financement. 4 à 12 logements. En général, on va avoir notre offre de financement à l'intérieur d'une période de 30 jours. Tout dépend de la vitesse à laquelle tu travailles pour m'amener les papiers. Exactement. Si tu achètes un immeuble et que ça te prend 2 semaines d'apporter tous tes papiers pour que je présente la transaction, on vient de perdre 2 semaines. Okay. Si le vendeur prend du temps lui aussi... Puis tu vas être d'accord pour dire que dossier complet à ton courtier égale réponse rapide? Dans le fond, nous, quand on dit que ça prend 30 jours, c'est du moment qu'on a tous les documents en main. Ensuite, ça va dépendre si votre courtier hypothécaire peut présenter lui-même son dossier à la SCHL ou s'il doit présenter le dossier au prêteur pour que le prêteur présente le dossier à la SCHL. Nous, on est correspondant SCHL, donc on présente le dossier directement à la SCHL sans passer par le prêteur. Donc, tu vas aller chercher ton assurance SCHL, puis ensuite de ça, tu vas dire au prêteur, c'est ça un peu la différence. Hein? Ensuite, tu vas dire au prêteur, voici, j'ai mon assurance SCHL, là, qui veut bien se joindre à cette assurance-là? En général, on va quand même représenter un prêteur quand on présente le dossier. Okay. Donc, quand on est correspondant SCHL, on représente un prêteur dans une transaction. Sauf que quand on le fait, on sait que c'est avec ce prêteur-là qu'on va obtenir les meilleures conditions. Okay. Donc, on le présente tout de suite et c'est nous qui le présentons plutôt que de laisser le prêteur lui-même présenter le dossier à sa façon puis qu'on n'ait pas de contrôle sur la manière dont le dossier est négocié avec la SCHL. Ce que je comprends entre les lignes, c'est que si je travaille avec un courtier hypothécaire, surtout dans le conventionnel, probablement ça va aller plus vite avec le courtier qu'avec le banquier. C'est sûr que oui. Parfait. Jean-Sébastien Lebel qui a une question.
je ne suis pas sûr qu'on est dans le bon sujet, mais on va voir. Pourrais-tu survoler la stratégie d'acheter au perso et de refinancer en commercial pour certains groupes de propriétés? Exemple, quand 4 condos dans la même tour. Alors ça, Jean-Sébastien, on en a déjà parlé de ça. Effectivement, ce n'est pas évident à financer. Les condos en locatif, d'un point de vue financement, on va le faire aux particuliers, mais quand on atteint un certain nombre de condos, à un moment donné, on finit toujours par être qualifié commercial auprès des banques. Exactement. Donc, au niveau particulier, quand on va être en achat de condos, surtout dans les premiers, la transaction se qualifie sur la capacité personnelle de l'individu. Sauf qu'à un moment donné, quand on va le qualifier au niveau commercial, là, on va vraiment se baser sur les revenus que les condos génèrent avec une capacité de remboursement minimum. Donc, il faut que tu possèdes les condos depuis un certain temps? Ou... Pas nécessairement. Tu pourrais demain matin dire, Peter, je m'achète 5 condos locatifs, puis j'ai déjà 350 portes. Là, je n'ai pas le choix de te qualifier au commercial. Au commercial, OK, ouais. Et là, dans ce cas-là, on va le qualifier avec la rentabilité de tes condos. Donc, ça se peut qu'on obtienne juste un financement à 60 parce que la rentabilité des condos sont moins... C'est moins rentable, effectivement. Parfait. Donc, Jean-Sébastien, c'est vraiment la différence entre les deux. Et souvent, on va perdre du financement en cours de route quand on se qualifie au niveau commercial pour ces raisons-là. Parfait. Question de Carole Leclerc. Si je possède un 7 logements et ensuite je projette d'acheter un immeuble de 5 logements et moins, vont-ils regarder mon ratio personnel ou prendre en compte mes autres immeubles pour le financement? Qu'est-ce qu'on avait avant le 5 logements? Un 7. Un 7. Je possède un 7. Ensuite, je projette d'acheter un immeuble 5 et moins. Bon. Alors là, on est... Mais c'est plus 4 et moins? Bien, dans le fond, c'est que là, ça peut être 4, ça peut être 5, puis c'est pas vraiment un enjeu en tant que tel. Si on détient déjà un 7 plex, puis qu'on veut en acheter dans le fond un 5, dans ce cas-là, on va tomber à 12 portes. Oui. Donc, il y a des institutions financières comme Desjardins qui vont vous qualifier tout de suite au commercial parce que vous tombez à 12 portes. Okay. D'autres institutions, on va pouvoir vous qualifier au résidentiel. C'est combien de portes? Écoute, ça change d'une institution financière à l'autre. Chez Desjardins, c'est 12 portes. Parfait. Du moment qu'on dépasse le nombre de portes, donc, s'il y avait eu un 7 et un 4 est à 11, le 4 reste au particulier. Le 4 il reste au particulier aussi. Le 5 va rester au particulier aussi parce que c'est 12 portes et plus, mais très souvent, Desjardins va pouvoir encore qualifier au résidentiel, mais dès qu'on dépasse ça, on tombe au niveau commercial. Parfait. Mais la qualification va se faire, si on est au résidentiel, comme je disais tantôt, elle va se faire sur votre endettement personnel. Mais si on le fait au commercial, c'est sur la rentabilité de l'immeuble. Parfait. Yang va venir nous présenter notre étanche soif de la soirée. Bien, ce soir, on boit un gin, un Waxwing. C'est Waxwing? Oui, c'est une Waxwing. Ça vient d'une distillerie de Gatineau. Donc, c'est un produit québécois. Oui, absolument. C'est un nouveau commanditaire du live. Ils ont aussi des vodkas, ils ont des produits très intéressants. C'est disponible à FAQ. Donc, je vous invite à l'essayer. Vraiment hâte de goûter à ça. Donc, Waxwing et la vodka, je ne me souviens pas quoi, ça va être le commanditaire pour Vodka Light. Oui. Donc, va être notre commanditaire pour le lancement du 12e magazine le 11 octobre. Donc, on a un 12e magazine. Surveillez les réseaux sociaux cette semaine. Il y a une belle couleur. Ça change de couleur. C'est vraiment le fun. Ouais, ça va être fort, ça. Hein? Donc, le 11 octobre, on va avoir un lancement, donc magazine numéro 12, un joueur de hockey sur le couvert. Un joueur de hockey, sa famille. On peut le dire. On peut le dire. Christopher Letang va être notre personnalité vedette. Donc, magazine numéro 12, on va avoir un lien, code promo pour vous abonner. Il est encore temps d'être sur la liste des abonnés pour recevoir en direct, en primaire, à votre porte, notre magazine. Ça risque d'être fort un peu. Je pense qu'il était fort sur le gin. Ouais. Ça va être bon. Il sent très bon. Mais c'est un gin qui n'est pas si fort. Il est à 30 lui aussi? Alors, 41 parfait. Excellent. Vous pouvez nous dire ce que vous buvez à la maison, comme d'habitude. Les gars, habituellement, on a du scotch. Hein, fait que les amateurs de scotch nous suivent juste pour en jaser un petit peu. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous répondre. Un petit pouce par en haut pour dire que notre gorgée était bonne. Non, j'ai fait un salut, je me suis trompé. Un petit pouce par en haut. Parfait. Page 2. N'oubliez pas vos questions. Yann, tu vas nous faire une belle liste de questions qu'on puisse surfer ça encore longtemps. Bien oui, il faudrait parler un petit peu des balances de vente. On entend souvent parler, on dirait que c'est de la magie, les balances de vente. On dirait que ça règle tous les problèmes. Comment est-ce qu'on s'y prend au juste pour... c'est quoi les critères qu'un courtier va regarder? Puis c'est quoi le point de vue du courtier face aux balances de vente?
Les balances de vente, en premier lieu, on va regarder le point de vue du prêteur en tant que tel. Le prêteur va regarder une balance de vente au même titre que le financement de premier rang. Donc, ce que le prêteur va regarder, c'est est-ce que mon immeuble rencontre les critères de couverture de dette si je mets mon financement de premier rang comme prêteur et la balance de vente. Donc, par exemple, si on parle d'un 12 logements, qu'on est financé et qu'on cherche un ratio de couverture de dette d'1,15, il faut que le prêt de premier rang et la balance de vente respectent ce 1,15-là. Parfait. Alors, en premier, on regarde, est-ce que notre immeuble est toujours rentable, même avec une balance de vente? Parfait. Deuxième chose, ce que le prêteur veut voir, c'est est-ce que mon investisseur investit dans l'immeuble? Les transactions... Balance de vente à 100 là, ça fait pas sérieux. Franchement, là, ça nous arrive souvent comme courtier hypothécaire. Les gens viennent nous voir. « Peter, j'achète un immeuble, je veux un prêt à 75 puis j'ai une balance de vente de 25 » On ne fait pas de magie, là. En transaction conventionnelle. Donc, Durant la transaction, effectivement. il faut démontrer la mise de fonds. Il faut amener la mise de fonds. Et avec un prêteur conventionnel, donc si on ne parle pas de prêteur privé, mais plus Desjardins, Banque nationale, peu importe, c'est très rare que ces prêteurs-là vont accepter que vous achetiez un immeuble sans mettre un sou. En général, la balance de vente... Ça prend une raison particulière. Il faut qu'on soit acheter pour acheter. J'achète J'achète des revenus qui sont bien, l'immeuble n'a pas de potentiel, je paye le prix du marché. Ça va être difficile de mettre une balance de vente. Ça va être difficile. D'autant plus que si on paye plus cher que la valeur d'emprunt d'un immeuble, valeur économique, on n'aura pas de place pour mettre une balance de vente en plus. Il va déjà falloir que vous mettiez plus Oui, parce de que là, c'est les liquidité. ratios de couverture de dette, c'est les ratios Effectivement. d'emprunt. Est-ce que tu peux me faire une petite description rapide de c'est quoi un ratio de couverture de dette pour ceux qui sont un petit peu plus novices et qui ne savent pas c'est quoi? Un ratio de couverture de dette, dans le fond, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on évalue la capacité d'emprunt de l'immeuble. On prend les revenus de l'immeuble auxquels on va enlever des dépenses normalisées, donc taux de vacances, frais de gestion, dépenses d'entretien, conciergerie aussi. Et on va enlever aussi les dépenses réelles. Taxes municipales, taxes scolaires, assurances, frais d'énergie. On va arriver à un revenu net théorique qu'on divise par le coût de la dette. J'aime que tu dises théorique. Je coach des gens. C'est pas réel, là. Puis là, ils viennent me voir avec le cruncher, puis ils disent « Hey, check, je vais faire tant. » Non, c'est pas ça que tu vas faire. Tu vas mettre beaucoup plus d'entretien, tu vas avoir beaucoup plus de dépenses que ça. Ce qu'on fait comme calcul, c'est juste de dire, il qualifie pourquoi au financement. Ce calcul-là ne doit pas servir à faire un budget. Le budget, là, ça prend un prévisionnel. C'est pas du tout la même chose. Là. Effectivement. On oublie trop de dépenses. Souvent, le déneigement n'est pas là. Les collègues des ordures sont la paye, Qui le fait partie de gazon. l'entretien. Qui fait partie de l'entretien. Dans le fond, pourquoi on ne prend pas toutes les dépenses, puis pourquoi on normalise certaines dépenses? C'est rien qu'une question d'uniformité, c'est parce qu'on veut comparer tous les immeubles sur la même base. On ne met pas toutes les dépenses, mais c'est pas un budget. Là. Un cruncher, pour savoir la valeur économique, c'est vraiment pas un budget. Il faut vraiment savoir l'utiliser comme il faut. Effectivement. Puis dans le fond, par exemple, on donne un exemple, un frais de gestion de 5 Vous achetez l'immeuble, vous allez le gérer vous-même. Le 3/4 des clients me disent « Peter, pourquoi tu mets cette dépense-là? Je vais le gérer moi-même, ça ne va rien me coûter. Oui, tu as raison. Sauf que demain matin, si la banque reprend l'immeuble parce que tu as fait faillite, la banque, elle, va devoir payer un gestionnaire. Donc, c'est pour ça qu'on tient compte de dépenses normalisées. Mais au final, on arrive à notre revenu net théorique. Exact. Donc, par exemple, j'arrive à 100 000 et admettons qu'on dit ça nous prend un ratio de couverture de dette d'1,15. Bien, dans ce cas-là, il faut que j'ai, dans le fond, un montant en capital et intérêt qui va venir couvrir ça. Donc, si on veut faire des chiffrons, j'ai 115 000 de revenus nets, par exemple, puis j'ai 100 000 de coûts en capital et intérêt annuel. Bien, un sur l'autre nous donne notre fameux 1,15. Exact. Et ce ratio-là change selon le type de financement que vous avez, soit conventionnel, soit SCHL, des ratios changent. OK. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter lorsqu'on va fixer une balance de vente? Ce qu'il faut surtout éviter, c'est, comme on disait tantôt, le 100 de balance de vente, ça ne passe pas. En général, il faut qu'on vise une balance de vente qui soit approximativement de la moitié de la mise de fonds qu'on devrait mettre. Donc, si on doit mettre 25 de mise de fonds, idéalement, les prêteurs vont apprécier qu'on ne dépasse pas 12,5 de balance de vente. Il faut éviter aussi les balances de vente qu'on doit rembourser trop rapidement.
Oui. Parce que Payable va dans affecter. un an. Payable dans un an, là, ça vient Faut que tu scraper trouves le 200 000, ratio, 100 là. 000 payables dans un an. Ils Effectivement. vont dire, ben, tu ne génères pas ce profit-là. Ou Effectivement. ils vont vérifier ton parc total. Puis c'est rare qu'avec le cash flow, même à 200-300 portes, que tu vas générer des gros montants comme ça. C'est sûr que oui. Sinon, le piège le plus important, c'est que là, en ce moment, on se retrouve en situation d'augmentation des taux d'intérêt. On l'a dit tantôt, les valeurs économiques diminuent en ce moment. Donc, on a, depuis février 2016, on a eu à peu près 1,5 d'augmentation des taux d'intérêt. Ce qui veut dire, roughly, là, c'est sûr qu'il y a des calculs plus savants que ça, là, mais on est à peu près à une perte de 15 de capacité d'emprunt sur nos Mon immeubles. Dieu. Donc, s'il y a un an et demi, 2 ans, s'il y a 2 ans de ça, j'ai acheté un immeuble, 1 million, puis que j'avais une balance de vente et que j'espère aujourd'hui pouvoir la payer en refinançant mon immeuble, ça se peut que j'aie des surprises. Parce que là, le taux d'intérêt a augmenté, j'ai perdu 15 de valeur économique, ça veut dire que j'ai perdu 150 000 de capacité d'emprunt. C'est 150 000 de plus de mise de fonds. Et là, ben, quand je vais vouloir refinancer mon immeuble pour payer mon vendeur, je ne serai plus capable de le faire. Cette portion-là va être plus facile à avoir en balance de vente. Tu sais, si vous avez 25 de mise de fonds, la banque dit, bien, pour toutes sortes de raisons, je te finance 65 ce 10 de balance de vente-là va être facile, même 15 tu sais. 60 il y a 40. Si tu mets 25, il y a 15 c'est plus facile à avoir quand on est en bas du fameux ratio de 75 je fais un scénario, étude de cas. J'ai plusieurs immeubles, je tombe sur un bon deal. Le gars veut vendre tout de suite pour toutes sortes de raisons, maladie, divorce, séparation. Il accepte de me donner 100 de balance de vente. Là, moi, je pense que j'ai un super deal. Si je vais voir mon banquier, puis je lui explique, ou je vais voir mon courtier, puis je lui explique, je dis « Hey, Peter, j'ai 100 de balance de vente sur ce dossier-là. Donc, j'achète l'immeuble, un service de logement, 100 de balance de vente, 400 000, ça représente à peu près la mise de fonds. Je veux un prêt conventionnel. Je pense qu'avec la SCHL, ce serait plus compliqué, mais là, je dis, on va rentrer prêt conventionnel. Je vais refinancer mon 40 logements. Je vais récupérer 500 000. Je vais prendre 400 000 dans 2 mois, puis je vais rembourser ma balance de vente. Je me back un petit peu, je prends une balance de vente sur un an. Est-ce que tu es à l'aise de présenter ça à un créancier? Si on est à 100 de balance de vente, c'est sûr que non. Même si je te dis, j'ai un autre immeuble que je refinance la semaine prochaine? Ce qu'on peut faire, ce qui peut être bien puis qui peut sécuriser un prêteur, quand on a plusieurs immeubles, on peut offrir à notre vendeur de prendre sa balance de vente et de se garantir sur un autre de nos immeubles. Un autre immeuble. Ça peut être intéressant. Donc, en expliquant au vendeur, je vais refinancer cet immeuble-là, on va tout de suite devenir propriétaire. Pour ne pas surcharger cet immeuble-là, on va garantir ta balance de vente sur mon autre immeuble. L'autre immeuble va se refinancer. Il y a de la place. Il y a de la place. Au refinancement, je te remets ton argent, c'est réglé. Donne-moi un an pour faire l'opération. Sinon, oui, on pourrait le faire. Tu sais, ce que tu mentionnes, on peut le faire dans une situation où tu as un bon parc immobilier, tu es solide et que tu promets à ton prêteur. Donc, quand j'ai dit plusieurs immeubles, Oui. c'est là qu'il va venir dire, est-ce que oui, si, est-ce qu'il y a un plan de sortie? Es-tu assez solide pour avoir un plan de sortie? Exact. Sinon, on peut le regarder de différentes façons, après privé ou autrement, mais sinon, si tu as quand même et que tu as plusieurs immeubles avec le même prêteur, on peut sécuriser le prêteur de cette façon-là ou autrement, faire un collatéral pour donner un peu plus de valeur à notre immeuble. Mais le collatéral est souvent difficile à obtenir autrement que chez Desjardins et ce n'est pas une méthode que je conseille à personne. Il ne faut pas rester coincé là-dedans. Non, hein, parce qu'il faut être certain de son plan de sortie. Le plan de sortie est vraiment important. Que vous utilisiez les prêteurs privés, que vous utilisiez les balances de vente, n'importe quelle stratégie alternative ou créative, assurez-vous d'avoir plus d'un plan de sortie. Si vous avez juste un plan de sortie, vous vous mettez très à risque. Je ne le conseille à personne. On a Christopher Leblanc pour finir sur le prêt commercial. Est-ce qu'on a cumulé plus de 12 portes? Si j'ai un 4-plex et désire en acheter un autre, le prêt devrait être commercial. 4 triplex. 4 si j'ai triplex. 4 triplex et désire en acheter un autre. Oui, chez Desjardins, tu vas devenir commercial. Chez Desjardins, on va être commercial, mais c'est possible dans d'autres situations, puis ça dépend du profil de chacun. Peut-être que je peux encore vous placer ailleurs au résidentiel. OK. Mais il y a d'autres banques qui pourraient Il y accepter. a d'autres banques parce que les critères sont différents d'une Puis institution c'est financière à surtout l'autre. si tu as juste 4 triplex ou si tu as une maison, si tu as une valeur nette, si tu as des placements. Oui. Oui. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là. C'est la beauté de travailler avec un courtier hypothécaire parce qu'on connaît les règles de toutes ces banques-là. Donc, on sait que chez Desjardins, ça ne marchera pas, mais on sait qu'ailleurs, ça peut marcher.
Donc, c'est d'où l'important de consulter une personne spécialisée là-dedans. Parfait. Serge Brousseau nous dit combien de dépenses en entretien doit-on prévoir par porte sur un sixplex? Je vais te laisser répondre. Un sixplex, la majorité des prêteurs utilisent les standards de la SCHL, Qui sont à 500 la porte par année. Exact. Donc, ça a été ajusté il y a à peu près un an. Avant, il y avait une différence. Maintenant, la SCHL met 500 un peu partout. Effectivement. Un peu partout, dans tous les cas de 5 logements Dans plus. tous les cas d'entretien, entre autres. Parfait. Ça change évidemment si on a un immeuble qui est en béton, qui est en bois. Donc, évidemment, il peut y avoir des différences, mais sinon, en général, c'est 500 Donc, Carole Leclerc, on a comme répondu à ta question tantôt. Là. Peut-on utiliser une balance de vente sur un immeuble en collatéral? Ça m'évite de refinancer mon immeuble. Oui, ça se fait, mais n'oubliez pas que généralement, la balance de vente va être plus chère que le taux d'intérêt de la banque. Donc, gardez-la le moins longtemps possible. Trouvez des façons justement de refinancer un immeuble. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Une balance de vente plus une collatérale. Qui? C'est ça, c'est Carole. Carole, c'est un gars. Peut-on utiliser une balance de vente et une collatérale? Ben oui, c'est ce qu'on disait. Oui. Donc, même que c'est mieux d'utiliser ça. Donc, au lieu de garantir par l'immeuble sujet, vous allez garantir par une collatérale. Ça va sécuriser votre banquier. Great! Quand on a on- Jessica Pearson. Quand qui on est est, dans une machine balance de d'immobilier, vente, là. quand on est dans une balance de vente, moi, je vous suggérerais de faire une évaluation future de votre valeur économique en faisant des tests de sensibilité pour voir si les taux d'intérêt augmentent, quelle sera ma valeur dans le futur, juste pour prévoir. Donc, on se fait 3-4 agir. scénarios. Tu sais. Oui. Si l'an prochain, le taux... Là, présentement, c'est quoi les taux? Là? On parle à peu près de 4 là, pour un 5 ans? Dans le conventionnel, pour un 5 ans, on va être plus près du 4,5 entre autres. 4,5 en plus? Quand Oh. on est commercial. OK. Sinon, si on est résidentiel, on peut se situer autour de 3,5 Parfait. Donc là, on va aller 3,5. Après ça, on va dire, je vais l'essayer à 3,75. Je vais l'essayer à 4 Ça enlève à ça. Effectivement. Good. Hey, on a de la petite visite spéciale. Tu veux-tu venir dire un petit bonjour? Attention au fil, là. Joe Limbo. Hey, on a une petite visite spéciale. Je ne savais pas. Olivier Lepage. Yes, mais j'ai des questions moi aussi. Il vient poser je des vais questions live. Ça, c'est le fun, Ouais, ça. ben, ça. Valeur Regarde ça, économique. j'ai utilisé le Cruncher, c'est de ma finance. Hey, puis c'est pas arrangé, là. Il est vraiment parti de chez eux de poser des C'est questions. vrai, en plus. puis Attends, il va faire un j'utilise tout le zoom temps, en dessus. plus. C'est vrai, là, c'est un vrai immeuble pour vrai que je suis en train d'analyser. Puis moi, je me pose deux questions. C'est un 106 portes. Puis quand je jouais dans le Cruncher, la valeur économique variait quand je mettais, exemple, 25 portes, 40 portes. Puis quand j'arrivais à 106, la valeur baissait. Pourquoi? C'est La comme valeur ça ou... baissait. La valeur économique baissait. Là. Je ne sais pas si c'est le Cruncher ou si c'est comme ça dans la vraie vie. En principe, ça ne devrait pas. En Ça ratio devrait avec le pas, nombre si de tu me portes? rassures. pas. Oui, parce que quand je mettais moins de portes, la valeur économique montait, curieusement. Bon. Alors, normalement, le nombre de portes va venir régir tes frais de conciergerie, tes frais d'entretien. Ouais. C'est à peu Attends, près juste ça que ça c'est fait ici, bouger. ouais. Ça va bouger. Ouais. Effectivement. OK. Donc, là, pour comprendre, c'est que tantôt, on parlait du poste d'entretien des immeubles qui ont été normalisés, que si c'est un immeuble briques et bois, 500 par unité. Si l'immeuble est en béton, 725 par unité. Ça, c'est la normalisation SCHL. Quand on arrive à la conciergerie, là, ça va changer selon le nombre de portes. Donc, la dépense sur un 5 à 6 unités va être de 125 par porte pour la conciergerie. Donc, une petite dépense. Si on arrive à 7 à 11 unités, ça monte à 170 Ta dépense est plus haute, ta valeur économique diminue. Ouais. Donc, ensuite de ça, 12 unités et plus, tu passes à 300 ta valeur économique diminue encore. Donc, plus tu as de portes, plus que tu as de dépenses, donc moins que ta valeur économique va être haute. Donc, ça doit être par rapport à ça, d'abord. C'est exactement ça le problème. OK, good. Good. Est-ce que l'immeuble est dans quel coin? Il est dans le secteur de la salle. À la salle. Ouais. Selon toi, Peter, qui en voit beaucoup, la salle, 4,7 de taux de TGA? C'est trop faible. Trop faible, Dans hein? le fond, ça peut être un bon TGA de valeur marchande, mais pas un bon TGA de valeur économique. Le 3 de taux de vacances est excellent, 500 d'entretien aussi, 300 de conciergerie, c'est pas un immeuble en béton. Parfait. Là, le courtier parle, 3 de vacances, c'est excellent. L'investisseur parle, mettez 5 On veut être très conservateur. Quand
Là, on ne parle pas qu'on va aller financer. C'est vrai. On analyse. On utilise le cruncher, on analyse. On analyse, on dit à 5 mais oui, tu vas pouvoir... Si tu l'analysais à 5 puis c'est un bon deal, quand tu vas arriver à ton banquier ou ton courtier, tu vas dire, hey, passe-le à 3 ce secteur-là qualifie pour 3 puis là, tu vas aller chercher un meilleur financement. Tout ça, le but, c'est de se backer un petit peu. Tantôt, les tests, on parlait de tests j'avais mis le terme. Test de sensibilité. De sensibilité. Je vais essayer de le retenir puis de le répéter. Donc, le test de sensibilité, super important, mais si on se back comme ça en étant conservateur à l'analyse préliminaire, quand tu vas sortir de chez le notaire, il va juste rester plus d'argent dans tes poches. Mais oui, on va faire un gin à notre chum. Alors là, tu es dans une analyse conventionnelle ou SCHL? Conventionnel. Conventionnel, on est à 75 On est à 75 ça va. Le TGA conventionnel va être plus élevé qu'en SCHL. OK. Parce que le taux d'intérêt du prêt est plus On est élevé. passé simple pour la première fois cette saison. Donc, évidemment, en conventionnel, sur une transaction de 10 millions, tu vas peut-être te retrouver avec un taux d'intérêt. Là, je ne les connais pas par cœur dans ces niveaux-là, mais tu vas peut-être avoir pour 5 ans un 3,75, 4 OK. Tu vas être dans ces eaux-là. Ce qui va faire baisser mon ratio de couverture de dette. Effectivement, ça va augmenter ta capacité d'emprunt. Si le taux d'intérêt est plus élevé, ça diminue ta capacité d'emprunt. Tandis que CHL, aujourd'hui, on peut le sortir à peu près à 3,15, 3,10 pour 5 ans. Dis-moi, écoute, la stratégie que je voyais là-dessus en vous écoutant, je me suis dit, cet immeuble-là, si je le finance en conventionnel pour partir, ensuite je l'optimise, puis je vais le financer à CHL par après pour essayer d'aller chercher le plus possible de ma mise de fonds. C'est une bonne idée, Exactement. ça? Exactement. C'est une bonne idée. Ça, c'est la stratégie que moi, j'ai utilisée dans tout mon parc. Ouais. J'ai toujours rentré avec des immeubles avec des potentiels élevés en conventionnel pour ne pas payer la fameuse prime SCHL. Donc, je rentre en conventionnel, je maximise, on fait une conversion de chauffage, je diminue les dépenses, j'augmente les loyers, je trouve des nouveaux revenus à ajouter. Locker à vélo, locker tout court, stationnement loué. J'ai un immeuble près du cégep, on loue les stationnements. Fait qu'on trouve des façons d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses. Mon net est meilleur, ma valeur économique est meilleure. Je retourne voir mon banquier. Puis là, je dis, donne-moi 10 de financement de plus. Je passe de 75 à 85 Donc, c'est là, tantôt, quand je vous disais dans mon histoire du début, que mes investissements immobiliers ont explosé quand j'ai appris à faire des pirouettes avec les mathématiques immobilières. Et tu étais dans une conjonction où les taux d'intérêt étaient faibles et parfois à la baisse, qui a aussi favorisé Exactement. pour t'aider Ça à aide beaucoup. refinancer puis faire d'autres achats plus rapidement. Exactement. Présentement, le risque que vous avez, et c'est pour ça tantôt j'ai dit, soyez sûr d'avoir plusieurs plans de sortie. Le risque que vous avez, c'est que vous faites un calcul aujourd'hui, un calcul dans un an, puis dans un an, tout ce que vous pensiez gagner en valeur économique a été grugé par la hausse des taux d'intérêt possibles. Oui. Donc, il faut faire attention. Je dois te féliciter. Tu es une super vedette parce qu'en rentrant devant la caméra, tu as fait grimper les codes d'écoute on est à rendu à plus 100. de 100. On est à 110 il y a 2 minutes. Donc, Excellent. quand les gens t'ont vu, ils se sont logués, ils ont partagé, ils ont dit la vedette Olivier est là avec nous. C'est super. Un cheers à nous trois pour notre premier 100 et plus de la saison. Ouais. C'est la première fois cette saison qu'on le fait. Cheers, Yang. Cheers. Santé. Yang, c'est le Cheers maître à la d'orchestre. maison. Oui, cheers à la maison. J'ai pas vu qui boit quoi, là. D'habitude, vous me montrez tout ça. Qui boit quoi, là? On a-tu eu des... Qu'est-ce que vous buvez? De l'Esca, ben oui. C'est de la très bonne eau. On commence par ça, nous autres, d'habitude. Ouais. On va se faire commanditer aussi, hein? On a fait de la publicité, les autres aussi. Mon autre question, c'était par rapport au ratio de couverture de dette. Je sais pas Oui, si vous en avez on en a parlé déjà. pendant que tu t'en venais, je pense, mais OK. repose la question, elle est peut-être vue différemment. Écoute, ma question, c'était, là, je vois que dans le cas où, dans l'analyse que j'ai faite, si le ratio de couverture il est à 0,9, donc, j'imagine que ça fonctionne C'est pas. négatif. Quand c'est en bas de 1, ça fonctionne pas. Faut que tu sortes 10 à chaque fois de tes poches. Exact, fait que ça fait pas de sens. Fait que ça serait quoi le ratio de couverture de dette qu'il faudrait que je respecte? Alors, selon l'institution financière, si on est en conventionnel, ça va varier entre 1,15 et 1,20. OK. Donc là, ici, tu sais, quand on parlait entre autres de TGA à 4,7, Ouais. clairement, le TGA est trop bas, ce qui gonfle ta valeur. Ouais. Et là, le montant d'emprunt à 75 est beaucoup trop élevé par rapport à ta couverture de dette. Un TGA normal dans une transaction conventionnelle, si on parle de capacité d'emprunt, va être beaucoup plus proche du 5,5 OK. Est-ce que le fait que, dans ce cas-là, les dépenses sont super élevées parce que le chauffage est propriétaire, est-ce que ça va faire varier la valeur économique, ça? Incroyablement. Vraiment, vraiment beaucoup.
Ah, moi, je suis tout, on va l'acheter. On fait un offre. On close le live, on fait un offre. Non, mais c'est parce que, tu sais, on le regarde comme ça, puis là, c'est de valeur qu'on ne puisse pas le partager à l'écran, là, mais tu sais, quand on le regarde comme ça, on se dit 4,7 de TGA. Donc, 4,7 de TGA, on dit c'est trop bas, donc ça fait gonfler la valeur. Donc, quand on va l'augmenter, puis on va le normaliser pour que ça passe au financement, on va avoir une valeur plus basse. Le ratio de couverture de dette est trop bas, mais c'est pas juste ça qu'il faut regarder. Là, tu sais, si on fait ça en tant qu'investisseur, on fait « Ah, il n'y a pas de deal nulle part, on ne peut pas en faire. » Là, tu as eu le bon réflexe. Tu as été voir, je vais optimiser cet immeuble-là. Qu'est-ce que je peux faire? La première chose, c'est le poste des revenus. Est-ce qu'on peut augmenter les revenus? Là, ça prend souvent une visite physique des lieux pour arriver à augmenter les revenus. Sinon, tu ne le sauras pas. Fait que juste aller passer en avant. Là, tu dis, hey, mon Dieu, donc un gros terrain. On subdivise le terrain. Du terrain pour du multilogement, là, présentement, dans mon secteur à moi, c'est 50 000 la porte que ça se vend. Si tu réussis à subdiviser le terrain puis bâtir 24 portes, tu as plus d'1 million de valeur. Comme ça. Juste en faisant une opération cadastrale qui coûte quelques milliers de dollars. Là, on parle de moins de 5 000 Donc, c'est vraiment incroyable. Ensuite de ça, je vais aller voir les postes de dépenses. Les premiers postes de dépenses sur le contrat qu'on utilise, ça va être les taxes. On peut se battre avec la ville, mi-figue, mi-raisin. C'est bon, ça? C'est une expression, elle est dans le dictionnaire, celle-là, je vous le dis. Donc, on peut faire diminuer notre compte de taxes, ça prend du temps, puis je pense pas que c'est là-dessus qu'il faut se battre. Mais oui, on peut le faire sur des gros comptes de taxes comme ça, on parle de 55 000, 10 000 de moins, donc 5 000 de moins de dépenses. Généralement, avec du pouce, on va avoir 10 fois ça en financement. C'est quand même 50 000 de financement supplémentaire ou de valeur économique. 65 000 par mois pour 780 000 par année. Il me semble que c'est pas élevé, ça. Les taxes ne seraient pas élevées pour un Les taxes, 106 logements. de ce que j'ai vu là-dedans, les taxes municipales ont baissé un peu. Les taxes scolaires ont monté beaucoup. Bien, ratio de 1 pour 5, oui, ça c'est correct, mais pour un 106, c'est vrai que c'est peut-être léger un peu. Oui. 54 pour un 106. Mais il y a vraiment énormément de dépenses dans ce plex-là. Il y a Un une buanderie, beau potentiel il y a des garages vides. d'optimisation. Bien, c'est ce que j'ai vu aussi. C'est pour ça que j'ai voulu le cruncher. Puis moi, celui que je préfère, c'est le poste électricité. Ouais. Électricité qui est électricité et énergie, là, tout ce qui est chauffage, électricité, les dépenses de combustible. Puis là, on parle de 71 000. 71 000, c'est vraiment beaucoup. Là. Mais là, tu l'as fait à 75 Est-ce que tu aimerais avoir 85 conventionnel pour optimiser? Oui. Oh, attends un peu, là tu m'excites. Ça existe. Ah ouais? Ça existe avec des prêteurs qui vont être un peu moins conventionnels. Explique-nous un petit peu. OK. Explique-le à nos gens. Oui, Effectivement. donc, Alors, dans le fond, si on le fait en conventionnel avec un prêteur normal, sur un taux d'intérêt d'un an ou deux, on va payer à peu près du 3,5, 3,7. Ça va tourner dans ces eaux-là. OK. Par contre, tu vas être à 75 d'une valeur économique. Donc, si tu payes, par exemple, 10 millions, mais que ça en vaut 9 en valeur économique, tu vas avoir 75 de 9 comme financement. Mais on peut avoir, pour un taux d'intérêt un peu plus cher, 85 dans l'optique où on a une expérience d'optimisation et qu'on démontre au prêteur que dans un an, on va réellement créer de la valeur. Donc, dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 85 peut-être avec un taux d'intérêt qui Parce va être qu'on a créé de la valeur, parce qu'on avait un potentiel. Et voilà. Mais on va peut-être se retrouver avec un taux d'intérêt de 7,5 mais on paye juste les intérêts durant la transaction. Fait qu'on est presque à la même chose que si on payait Donc, capital on appelle et ça intérêt. généralement un moratoire de capital. Effectivement. Good. Et là, à ce moment-là, on va te donner 10 de plus dans tes poches. Vous voyez pour ce que ça peut optimiser. donner, une discussion avec un courtier? Tu sais, c'est des choses que même moi, je ne savais pas. Je vais juste ressortir Planiprêt commercial. Là, le monde qui vient juste de joindre à nous vont dire hey, c'est une pub, c'est une pub. Ben non, je veux juste vous montrer le cadeau que Peter nous a amené. Donc, un beau ensemble étui avec 2 bouteilles de vin, un Robert Mondavi et un Brolio. Donc, ce soir, on va le faire tirer grâce à le petit outil de tirage de Facebook ou je ne sais pas trop quoi. Donc, la seule chose que vous devez faire pour pouvoir participer au tirage, vous devez dire c'est quoi la prochaine date de la faculté des mordus. La prochaine date de la faculté des mordus, donc la première cohorte de la super faculté des mordus. Faculté des mordus, c'est super simple. Vous m'avez déjà vu faire la promotion de ma formation, de la formation de mon partenaire François. Notre mission chez les mordus, c'est
d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc, pour ça, on a décidé de donner des outils aux mordus. Puis, on veut faire une journée où est-ce que tous les formateurs possibles, dans tous les milieux, dans tous les clubs, vont venir vous inspirer. Donc, dans ce cas-ci, on commence, c'est la première fois, on a 4 formateurs. Il va y avoir 4 formations différentes. 2 l'avant-midi, 2 l'après-midi. Vous faites votre choix. Choisissez un l'après-midi, un l'avant-midi, un l'après-midi. Le dîner se passe en groupe, le souper se passe en groupe. J'ai des activités, pas grave, je fais juste l'avant-midi. J'ai des activités l'avant-midi, c'est pas grave, je fais juste l'après-midi. Donc, super versatile, c'est à vous de choisir. Si vous voulez gagner les bouteilles de vin offertes par Peter, notre courtier expert, juste à inscrire c'est quoi la date. Vous allez trouver la date où? Sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet des Mordus. Je vais le mettre en lien, puis il va Il va avoir un lien. un code promo. Un code promo. Bon. Bon, ceux qui ne gagnent pas ce soir, il va y avoir un code promo. Yann vous met ça en lien. Tu vas l'épingler au haut du fil d'actualité. Parfait. Assez de publicité. J'ai l'air de... Comment est-ce que ça s'appelait? Marie-Josée... Elle faisait toutes les infos publicités à la télé à un moment donné. Ouais, Marie-Josée... Grande blonde. Une belle grande blonde. Là. On Donc- retient plus une belle grande blonde que le nom. Non, mais tu sais, celle qui faisait Ciné-Quiz dans les années 80. Ah, mon là. Dieu. Hein, il y a juste moi et lui qui s'en rappelle de oui. cette route-là. J'étais petit encore dans ce temps-là. Good! As-tu des questions? On est rendu où? On a tapé 123 tantôt. Appelez vos parents, là. Guylaine Parent. Ah, ben, je parle de parents. Bonsoir, le ratio de couverture de dette est le même, peu importe la région. Ah, ça a-tu rapport avec la région, le ratio de couverture de dette? Non. Le ratio de couverture de dette est le même, peu importe la région. Le ratio de couverture change selon le type d'immeuble. Donc, un immeuble, on va parler plus en mode SCHL. Un immeuble, par exemple, de 5 et 6 logements, en achat, on est à 1,10. En refinancement, on est à 1,20. Et dès qu'on passe à un 7 logements et plus, on est à 1,30, peu importe où on est en achat ou en refinancement. Ça, c'est SCHL. Et ça, c'est SCHL. OK. Mettons, j'arrive à 1,28, puis mon dossier est super beau. Oui. Ça se négocie ou ça se négocie pas? Avec la SCHL, zéro négociation. C'est 1,30, that's it, that's all. On ne bouge pas de ces normes-là. Ah ouais? Si on est en conventionnel, selon la force financière qu'on a, on peut avoir des prêteurs qui vont accepter d'avoir un financement avec une couverture de dette un peu plus faible. Tout est une question de vue de portefeuille. À 350 portes comme tu as, même si tu as un immeuble qui est un peu moins rentable, mais que ton portefeuille est très rentable, on va trouver un prêteur qui pourrait accepter de faire un financement en dessous de son ratio de couverture de dette. OK, parfait. On a fait une question qui tue tantôt, celle que tu te fais poser tout le temps. Là, ça prend la boule de cristal, savoir si les taux vont augmenter. Moi, je me promène dans différents clubs, dans différents réseautages, dans des tournois de golf d'investisseurs immobiliers. Puis, il y a souvent des gens qui parlent de maquiller un dossier, de travailler les chiffres de façon un peu fictive. Ton opinion là-dessus? Moi, j'ai la mienne bien établie, puis je pense que je l'ai dit at large, là. Mais ton opinion à toi là-dessus? En tant que courtier hypothécaire, on se fait souvent poser la question. « Ah, Peter, je vais t'emmener un immeuble, là, j'ai pas bien de revenus, mais là, je vais te faire des faux beaux, là, puis on va faire ça. » Ou bien, il va y avoir une transaction, je mets une mise de fonds, mais à la fin, après, je m'arrange avec le vendeur, puis finalement, je vais récupérer ma mise de fonds, on fait d'autres choses avec ça. Exact. Première des choses, je ne suis pas le genre de courtier qui embarque dans ces fling-flang-là. Clairement, on se concentre sur une transaction qui est transparente et honnête. Et le pourquoi je suis comme ça, first of all, un, en respect de la profession, évidemment, mais deux, en respect de mon client. C'est la meilleure façon pour un client de se brûler auprès d'un prêteur. Parce que ce qu'il faut comprendre, puis comme on l'a dit au début, j'ai été prêteur pendant 23 ans. C'est vraiment naïf que de penser que les prêteurs ne connaissent pas vos trucs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une transaction commerciale au multilogement, le prêteur fait une révision annuelle de votre dossier. Donc, si le prêteur est supposé voir dans votre... Il faut voir un petit peu plus loin que la semaine prochaine. Il faut voir l'année prochaine. Quand vous allez présenter vos états financiers à votre prêteur, puis que votre prêteur sait que vous êtes supposé avoir payé 20 000 d'intérêts, puis que vous en avez payé 30, le 10 que vous avez payé, vous l'avez payé à qui s'il n'y avait pas de balance de vente dans la transaction? Le prêteur va vous attraper là. Tout comme si vous avez déclaré au prêteur que vous êtes supposé faire 50 000 de revenus avec vos super faux beaux, là, mais que quand vous présentez vos états financiers, vous avez juste 38 000 de revenus.
À un moment donné, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez affecter votre crédibilité face à votre prêteur, puis vous allez complètement vous brûler. Et la dernière Donc, le chose, prêteur, là, ton directeur de compte, il va dire, c'est pas lui qui va décider, c'est son patron qui va venir le voir, C'est puis il va clair. dire, ce dossier-là, il ne touche plus. Et pire encore, si le prêteur est dans une situation de rupture de confiance, clairement, il peut rappeler ses avances. ça. Oui, parce que les contrats sont faits, n'oubliez pas, par les avocats des Ouais. prêteurs qui en ont vu d'autres. Là. Je pense que la CIBC, ça fait 150 quelques années que ça existe. C'est la première banque, je pense, la plus vieille banque, la plus vieille charte. ouais. Donc, ils ont des avocats depuis ce temps-là, puis ils font un track record. Chaque fois qu'ils ont un problème, ils ajustent le contrat, ajustent le contrat, ajustent. Là, ils ont tout vu, eux autres. Fait que pensez pas être plus fin qu'une banque à charte qui a 150 ans d'existence. Vous y arriverez juste pas. Donc, ce que je dis toujours à mes clients, c'est je vais t'aider à faire une transaction transparente et honnête face au prêteur pour te protéger face à toute transaction future que tu veux faire avec ce prêteur-là après. Quand on achète un 6 logements, c'est parce qu'on veut en acheter un autre après, puis c'est parce qu'on veut acheter un 12, puis on veut finir avec un 106. Mais si je me suis brûlé au départ avec mon prêteur ou avec la SCHL, on oublie ça, c'est fini. Là. Quand vous êtes tagué à SCHL comme un client qui magouille ses chiffres, c'est fini, non? C'est fini. Là. C'est à vous jamais. êtes tagué, c'est fini. Red à flagué, jamais. c'est fini. Vous ne J'ai pouvez vu jamais des rien faire. clients qui sont barrés aujourd'hui à la SCHL qui ne peuvent plus investir parce qu'ils ont maquillé leurs chiffres. Donc, Ils se sont fait avoir dans leur propre mensonge. Absolument. Moi, je me suis fait avoir par un vendeur. Puis, je vais raconter l'histoire, un trop drôle. Ça fait partie du financement parce que le vendeur, pour vendre son immeuble plus cher, a maquillé 2 baux. Donc, il m'a fourni 2 baux. Il a dit, ça, c'est loué, ça, c'est loué. Mais c'est loué à partir du mois prochain. Ce que lui ne comprenait pas, c'est qu'acheter un 16 logements, généralement, prend plus que 24 jours. J'ai fait un offre le 6 novembre, puis il me dit, il rentre le 1er décembre. Donc, j'ai fait, OK, mais ça se peut. Tu sais, il rentre, le bail est là. Là, j'ai pas bien fait mon due diligence. Non, j'ai fait accroire, j'ai pas bien fait mon due diligence. Il n'y avait pas de numéro de téléphone pour le locataire potentiel. J'ai laissé ça comme ça. Sauf que moi, je savais que j'obtenais tous mes critères. Puis finalement, on notariait le 20 décembre. Je m'en souviens, 20 décembre, la journée la plus froide de l'hiver 2016. 2016-2017, là, il a fait à peu près moins 108 cette journée-là. C'est incroyable quand c'était froid. Tu sais, quand tu marches dans la neige, puis ça craque, là, c'est vraiment froid. Donc, on s'en va chez... La veille, j'appelle le vendeur. On était en vague de froid, puis je dis... il y avait trois vendeurs, trois partenaires. 2 qui se chicanaient un peu, puis un monsieur qui voulait vraiment sortir de là. Puis là, je l'appelle, je dis, écoute, André, malheureusement, on ne pourra pas aller chez le notaire demain. Il dit, bien, voyons donc, il avait presque commencé à dépenser son chèque, lui. Là. Fait que, il dit, voyons donc, comment ça qu'on ne peut pas? Je dis, malheureusement, tes 2 partenaires m'ont fait 2 faux baux. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Puis moi, depuis le début, là, j'ai un doute, j'en parle pas, puis je garde ça, puis je me garde ça pour la dernière minute. Vous allez comprendre pourquoi les mordus. Donc, bien, j'y explique, je dis, écoute, il me donne 2 bails, il n'y a pas de numéro dessus, j'en fais pas de cas, je vais visiter, il n'y a personne. Il dit, non, on regarde le bail comme il faut, il rentre le 1er décembre. Arrive là le 1er décembre, je dis, écoutez, les gars, les locataires ne sont pas là. Non, finalement, ils vont rentrer le 1er janvier. Ben oui, toi, ils veulent passer Noël dans le Les 2 en même temps. Hein? Les 2 en même temps, tous les 2 pareil. Écoute, quel Les 2 hasard. pas de numéro de téléphone. Tu vas me donner le numéro de téléphone. Puis là, je sens les gars qui pèlent par en avant puis qui essaient de se débrouiller. Moi, là, je pète pas les plombs. Je fais pas rien. J'attends le bon moment. La veille du notaire, j'appelle celui qui est censé. Puis le monsieur qui avait de l'argent dans le groupe, là, les 2 autres, là, c'était des petits coudes, on va se le dire. Je l'appelle, puis je dis, on ne pourra pas aller chez le notaire. Fait que là, il dit, bien, je te comprends. On fait quoi? Ben, je dis, c'est ton problème, à toi de me le dire. Bien, croyez-le pas, il m'a signé un beau chèque de 30 000 $. Il me garantit les loyers de 30 000 $. C'était 750 $ par loyer, 2 fois, 1 500 par mois, 30 000 $ de loyer. Fait que le lendemain, on est arrivé chez le notaire, on a dit au notaire, écoute, il y a un petit litige, là, on va ressortir d'ici avec un 30 000 $ supplémentaire. Le notaire a modifié ses chiffres. J'ai fait 30 000 $, un appel de 22 minutes maximum. Bien joué. Là, j'attendais qu'on m'applaudisse. C'est un autre truc, un autre ça. Ah, j'ai des likes, là. Elle est vraiment hot, celle-là. Oui. Pour de vrai, c'est le 30 000 $ le plus vite que j'ai jamais fait. Puis tout ça, pourquoi? Parce que j'ai gardé mon calme dans la transaction. Généralement, puis je l'ai fait dans le passé. Tu sais, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'en parler tout de suite. Attends le bon moment. Prends ton temps. Tu as de l'information privilégiée, là. Quand tu as de l'information privilégiée, là,
Garde-la pour toi le plus longtemps possible. Time ça, sors-la au bon moment, quand plus personne ne peut bouger, quand la transaction est faite. Hop, on ne peut pas y aller. Puis tu sais, le monsieur aurait pu dire, parfait, je vais en vendre un autre. Non, il n'aurait pas dit ça. Ça faisait 3 fois, je ne dirais pas le nom du courtier en place, mais essayait de vendre. Il y avait tellement de chicanes qu'il allait chez le notaire, puis finalement, il ne s'entendait pas, ça ressortait. Puis, tu sais, moi, la veille, le vieux monsieur, il était à bout, là, tu sais. Ouais. La veille, j'ai dit, il n'y a plus de transaction. Je pense qu'il a fait. Il a signé le chèque, ça a fini là. C'était super. Là, on part de où avec ça? J'ai fait une longue histoire avec un petit bout. On parle de fling-flang. De fling-flang. Donc, c'est ça. Ces gens-là ont voulu faire un fling-flang. Ouais. Finalement, je suis sûr que ce monsieur-là a dit, c'est vous deux qui allez payer le 30 000, mes deux morons, là. Vos niaiseries, ça a fait qu'on perd 30 000. Je vais garder ma position, puis vous autres, séparez-vous 15 000 chaque. Fait que les fling-flang, ça ne sert à rien. Ton meilleur allié dans une transaction, c'est ton courtier ou ton directeur de compte. Oui. Tu n'as pas le choix. Si tu commences à cacher des informations à ton allié, qui est ton courtier ou ton directeur de compte, ça ne fonctionnera pas. Ton directeur de compte va te dire, tu sais, là, on dit maquiller les dossiers pour faciliter le financement. C'est péjoratif. Moi, je pense qu'on peut être créatif. Je pense qu'on peut dire la vérité à notre courtier, on peut dire la vérité à notre directeur de compte, puis notre directeur de compte, il sait comment est-ce qu'elle fonctionne, la boîte. Là, il va vous dire, de telle façon, on va arriver à fixer tous les paramètres puis satisfaire le créancier. Regardez le côté positif au lieu de regarder le côté négatif. C'est un associé, notre créancier, c'est un partenaire. Donc, il ne faut pas essayer de penser de le berner, mais il faut penser de travailler avec les paramètres qui te mettent les mains, puis rentrer le carré dans le carré puis le triangle dans le triangle. Puis ça veut pas dire... Tu sais, la petite boule quand on était jeune. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une situation où on a un logement vacant ou autrement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire accepter par le prêteur quand même. Comme un revenu potentiel? Oui, absolument. Donc, on n'est pas obligé d'être 100 % vacant quand on se présente au prêteur, mais présentons la bonne information pour permettre au prêteur de prendre la bonne décision. Exactement. Il va juste effectuer une retenue, il va juste demander une garantie supplémentaire. Et puis, si on est solide financièrement, il va nous accompagner quand même. Il n'y a pas d'enjeu. Exactement. On a Wolf Saint-Philippe qui pose souvent des questions, mon ami Wolf. Salut Wolf. Ratio de couverture de dette de 6 logements, 1,1. Refinancement, 1,2. 7 fois et plus 1,3. Oui. Est-ce que... Oui? Excellent. En mode SCHL. En mode SCHL. Il a bien suivi sa leçon. Ouais. Effectivement. Villachici. Si un immeuble est vide et à moitié... vide à moitié, le financement à la banque est à combien? Bien, il est à moitié de la valeur économique, de la moitié des revenus. Quand on est 50 % vacant, il y a des grosses chances que la banque ou le prêteur conventionnel ne fera pas d'offre. Carrément, parce que le taux de vacances est trop élevé. C'est là que vous allez avoir besoin... il ne fera pas du tout d'offre? Il ne fera pas du tout d'offre. Okay. Trop de vacances dans un Même pas un 50 ou un 60 % de ratio prévalent? Non, même pas, parce ça m'est pas arrivé, là, mais... c'est vraiment trop important. Dans ce cas-là, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? On vient voir Senma Finance. Et voilà, on va aller voir un prêteur privé. Courte période de temps, prêteur privé, on met des locataires, ça prend 2-3 mois, on retourne voir la banque. Mais là, le problème, c'est que le prix payé va être très bas. OK, Senma Finance, parce que le logo, il est là. Donc, le ratio, pas le ratio, mais la valeur économique va quand même être très basse à ce moment-là. On va augmenter la valeur économique, mais le prix payé va être bas parce que, généralement, c'est une opportunité s'il manque de locataires. Je vais rentrer dans une autre histoire de moi, ce que j'ai fait. Puis j'étais déjà dans le financement privé, mais c'est une des premières fois que j'ai utilisé le financement privé. Puis là, j'ai joué un gros coup. Un 8 logements, un vieux monsieur qui l'avait bâti en 84. On s'entend qu'il y a 5 ans, il avait fini de le payer, lui, là. Aucune hypothèque. Puis là, il n'avait plus de patience avec ses locataires. Il entretenait tout lui-même. Le monsieur entretenait même les lames de ses portes patios. Il échangeait pour que les billes durent plus longtemps. Tu vois le genre, là? Ouais. C'était super bien entretenu. Il faisait attention à tout. Mais il se chicanait avec tout. Durant la visite initiale, là, je l'ai séparé 2 fois avec des locataires pour pas que la bataille pogne. Le monsieur avait 86 ans. Tu sais, un coup de poing, il était mort, là. Très nerveux. Fait que là, j'ai dit, écoutez, arrêtez de vous battre, là. Je vais être le nouveau propriétaire, ce ne sera pas long. Sauf qu'il y avait un locataire qui ne payait pas, qui était à régie. Il y avait un locataire qui payait vraiment pas cher parce que c'était le fils du propriétaire. Puis il y avait 3 vacants. Donc, la valeur économique que je sortais sur un 8 logements à Brossard était d'à peu près 300 000 $. Je pouvais avoir un financement à peu près de 225 mais là, ce que tu me dis, c'est que probablement, il n'aurait même pas fait d'offre. Là, j'avais un dilemme. Soit que je prends 225 de la banque, je fais un financement conventionnel, je compense avec un prêteur privé, je mets ma mise de fonds.
Puis là, à ce moment-là, ben, mon prêteur privé va être plus cher en taux d'intérêt sur une grosse partie. Ce que j'ai réussi à négocier, c'est avec un prêteur privé, étant donné que c'était un excellent deal parce qu'il n'y avait pas de revenus. Le prêteur privé a accepté de me faire une première hypothèque 100 en prenant ma maison en garantie collatérale. Donc, en faisant cette stratégie-là, j'arrivais à acquérir très rapidement, je mettais des locataires rapidement. Par contre, si je faisais le tour de mes dépenses, de mon budget prévisionnel, je perdais 2 000 $ par mois. Là, la banque me dit, pas de problème, on va te financer, tu as augmenté les revenus, tu as négocié avec tout le monde, tu as rempli les vacants, mais je vais te financer 75 %. Non, à l'époque, c'est les dernières années où TD faisait encore du 8 à 80. Mais moi, dans ma tête, je m'enlignais pour un 75 %. Donc, 75 % de le plus bas entre les deux. Ta valeur payée, ton prix payé ou ta valeur économique. Ma valeur économique était exécrable. Mon prix payé était très bas parce que j'avais réussi à avoir un bon deal. Je ne voulais pas faire ça. Fait que j'ai accepté pendant un an d'être 2 000 $ cash flow négatif, ce qui fait 24 000 à la fin de l'année. À la fin de l'année, même un petit peu d'avance, je me suis pris un petit peu d'avance. J'étais voir mon créancier qui était Banque TD à l'époque. Banque TD, super long, super compliqué, mais les meilleurs taux en ville. Donc, ils m'ont refinancé ça après un an. J'ai sorti le prêteur privé, puis je suis sorti de là avec un chèque de 30 000. Ce qui veut dire que le 2 000 à tous les mois que j'ai mis, bien, je me le suis remboursé. Là, il y a des gens qui disaient super dangereux comme stratégie, puis je suis d'accord avec eux, ça peut être dangereux. Tu sais, si je gagne 12 $ de l'heure au dépanneur avant de... Il faut que tu aies les reins solides. C'est ça. Ouais. Mais moi, à l'époque, j'avais pas les reins super solides, sauf que j'avais un 4 logements où je venais de refinancer et je retirais le prêteur privé. Ce 4 logements-là tombait 2 000 $ par mois cash flow positif. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis dans le même compte de banque. Donc, un dans l'autre, on break even. Là, par contre, s'il y a une toilette qui brise, je dois le sortir de ma poche, mais j'étais capable de supporter une toilette de temps en temps. Donc, j'expliquais ça aux gens, puis là, les gens ils disaient « Non, non, c'est quand même trop dangereux. » Mais je dis « Écoute, c'est qui le cave? » Tu sais, si j'avais voulu acheter cet immeuble-là au conventionnel, même s'il était plein, ça prenait à peu près 150 000 de mise de fonds. 150 000 de mise de fonds, il faut que je mette 2 000 $ de côté à tous les mois pendant 150 mois pour acheter mon premier immeuble. Moi, en 12 mois, j'ai mis 24 000 $ de côté, puis je suis tombé propriétaire, mais jour 1, j'ai commencé à améliorer cet immeuble-là puis à profiter de l'usufruit de cet immeuble-là. Donc c'est un risque calculé. C'est un risque très bien calculé. C'est pour ça, tantôt, je disais, tantôt, on parlait de plans de sortie. Super important, les plans de sortie. J'avais 2 plans de sortie là-dedans. J'augmentais la valeur économique à 900 000 à cet immeuble-là. J'avais payé 6,80. Donc, moi, là, si la banque ne veut pas me financer, je me reviens d'abord, je le vends à 8,50, je viens de faire un beau profit de presque 200 000. De l'autre côté, si la banque réussit à me financer, bien, paf, parfait, je suis 25 000 cash flow positif avec ça par année à partir du moment où il est financé bancaire. Je fais ma capitalisation plus une plus-value. Donc, l'immeuble devient super rentable. Puis, on appelle ça la poule aux œufs d'or. Tu sais, on ne tue pas la poule aux œufs d'or, puis on récupère les montants tous les mois. J'ai une question pour toi, comme tes prêteurs privés. Oui. Normalement, un prêteur conventionnel, avant de regarder la garantie puis avant de regarder l'immeuble lui-même, se pose 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu connais là-dedans? Oui. Hein? L'expérience. Un CV est important. C'est super important. Si demain matin, Olivier veut acheter un 106 puis qu'il n'en a jamais eu d'immeuble de sa vie, oubliez ça. Il n'achète pas un 106 logements. J'ai pas de crédibilité. Attends. Quelqu'un qui gagne 200... Tu as toute la crédibilité qu'il faut. Non, mais quelqu'un qui gagne 200 000 par année, qui est médecin, puis qui dit « Je vais mettre 100 % de la mise à fond », il n'est même pas sûr, sur un 106, d'être capable de l'acheter. Il ne l'achète pas. La banque ne voudra pas. Il ne l'achète pas. L'autre chose que la banque va te demander ensuite, si elle juge que tu as l'expérience, elle va te demander « Comment tu vas faire pour me payer? » Elle ne regarde même pas l'immeuble encore, elle va te demander « Comment tu vas faire pour me payer mon prêt? » Et là, on va lui répondre, « Bien, regarde, mon immeuble est rentable, voici comment, voici ce que je génère, c'est comme ça que je vais te payer. » Fine. Maintenant, l'immeuble, qu'est-ce qu'il vaut? Là, on va aller voir la garantie. La garantie, c'est la dernière chose. Souvent, les gens viennent me voir et me disent, « Peter, je veux juste 50 % de financement, l'immeuble est vide, mais je veux juste 50 % ». 50 %, oui. Mais tu vas me payer comment? Ça ne génère pas de revenus. Tu déclares 48 000 par année et tu veux un prêt de 2 millions, comment? Ça ne marche pas, là. Alors là, la question qui tue pour le prêteur privé, si je viens de voir avec un immeuble vide, comment tu évalues ton risque? Ce qui est le fun avec le prêteur privé, c'est que c'est complètement l'inverse. Tu sais, ton ratio, tu pars de là, mais moi, je pars à l'inverse. Est-ce que si j'achète cet immeuble-là demain matin à ce prix-là, je suis satisfait? Est-ce que je pense que j'ai fait un bon coup? Donc, moi, mon rôle, là, c'est de protéger les fonds de mes investisseurs. Parce que là, on ne se le cachera pas, là, les prêteurs privés, là, on pense qu'ils sont super méga riches.
mais c'est l'argent des autres, c'est l'argent des amis, c'est un pool, c'est un fonds d'investissement. Donc, moi, là, le rôle du prêteur privé, c'est de protéger ces fonds-là. Première chose, est-ce que je vais perdre de l'argent si je dois reprendre ça? Est-ce que je l'achète à ce prix-là, ça fait mon affaire? Oui, on passe à l'étape suivante. Est-ce que si je dois reprendre, malgré toutes les dépenses qu'il peut avoir, puis on le sait qu'il va en avoir, puis il y a des frais d'avocat, puis toutes sortes de frais, malgré toutes les dépenses, est-ce que si je fais mon calcul, est-ce que je vais arriver? Oui, je vais arriver. Il y a peut-être même un profit qui va se faire. Je vous le jure, il n'apparaît jamais ce profit-là, là. Mais des fois, on pense que peut-être on ferait un profit à reprendre cet immeuble-là, ça n'arrive pas. Donc là, si ces deux points-là sont remplis, on va à l'étape suivante. On va visiter les lieux, on va vérifier c'est qui le débiteur. Donc, les deux sur un pied d'égalité. On va aller voir. Moi, la maison qui sent l'humidité puis qu'on sait que c'est pourri, là, on sort de là puis on passe à d'autres choses. Ensuite de ça, la personne, première chose qu'on fait avec tous les débiteurs chez nous, puis je vous le dis tout de suite, appelez pas si on vous Google puis vous sortez première page du Journal de Montréal. C'est fini. Pas bien. Ça ne marchera pas chez nous. Non, Denis Franqueur, ça passe pas, ça. J'aurais pas dit non, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a vraiment du soleil. C'est lui qui a fait la première page du journal. Non, c'est correct. C'est connu. Les gens de la C'est un fait. Il n'y a pas de diffamation. Donc, moi, je vais vérifier c'est qui la personne. Pourquoi? Parce que je représente les intérêts d'autres gens. Donc, tout le monde est googlé. Jugement Québec. Est-ce qu'il y a des jugements contre cette personne-là? On en a vu un autre dernièrement là, à Sherbrooke dans un dossier. Il vient de faire les manchettes. Là. Le gars, il est en Abitibi. Là, il est rendu à Sherbrooke. Il a fourré tout le monde en Abitibi. Là, il a fourré tout le monde à Sherbrooke. Hey, c'est brillant. Le gars, c'est un brain. Je l'ai rencontré. Il a voulu faire des prêts ici. Ouais. C'est mon partenaire François qui m'a envoyé une chance qu'on l'a refusé. Hein, check ça, il est encore dans le journal. Pourquoi qu'on l'a refusé? Parce qu'en Abitibi, dans tous les journaux, TVA, tout ça, quand tu tapes son nom, tu le vois. Fait que là, il est venu nous voir. Le gars, un charmant bonhomme, super gentil. Je pense qu'il pourrait devenir un ami. Mais quand tu le googles, ça vient dire qui c'est vraiment. Après ça, il nous fait une demande de prêt, on la refuse. Ça fait 8 mois à peu près. Il était dans la salle de conférence ici, super charmant. J'avais le goût de faire des affaires avec lui. Quand on l'a googlé, on a fait « OK, on cancelle le dossier ». Lui, il a dû se dire « Pourquoi vous cancellez le dossier? » C'était juste parce qu'on était voir Google, puis Google nous a dit « Non, fais pas ça ». Fait que ça, on va vérifier la personne puis l'immeuble, c'est le dernier critère. Puis les autres critères, bien, c'est du standard, là, juste s'assurer que les paiements sont faits, ces choses-là. Donc, première chose, est-ce que si je l'achète à ce prix-là, ça fait mon affaire? Deuxième chose, est-ce que si je reprends, je vais perdre de l'argent? Puis sur un pied d'égalité, c'est quoi la garantie? C'est qui la personne? Donc, ça, c'est les 4 critères, dans le fond, pour un prêt privé réussi rapidement. Good. Là, c'est moi qui se fais poser des questions. Là, ça? Mais c'est une bonne question, comme ça, les gens peuvent... Je suis déstabilisé. Ah, il y a une autre question ici? Oui. Vie, on l'a-tu dit? Oui. Valérie Brunel. Quelle est la cote de crédit minimale pour un prêt hypothécaire commercial? Hey, le crédit, qu'est-ce que ça a l'air, là, tu sais? Ah, l'Equifax. Oui, il passe où, l'Equifax, là-dedans? C'est quoi l'importance? La majorité des prêteurs vont aimer voir une cote de crédit d'au moins 630 et plus. Ça ne veut pas dire qu'à 629, on ne peut pas vous prêter, puis ça ne veut pas dire non plus qu'à 615, on ne peut pas vous prêter non plus. Il y a 1 million de situations... Moi, avec mon 528, ils me font des prêts encore. Non, c'est pas vrai. Non, mais toi, tu vas prêter un 528. Oui, toi, tu vas prêter un 528. Moi, là, c'est le dernier critère que je vais regarder. Sauf que, en général, 630, c'est pas mal la cote qu'on recherche pour un prêteur conventionnel. Est-ce qu'avec la SCHL, ça change? Non, c'est la même chose aussi. Bon. Et on a déjà fait autoriser des prêts avec un Equifax encore plus faible que 630 avec la SCHL. Tout est une question d'expliquer la situation. On peut avoir une bad luck v'là 1 an, v'là 2 ans. La situation est régularisée aujourd'hui, mais ça a affecté le crédit. On va le faire quand même. On va pouvoir convaincre la SCHL, mais il faut bien expliquer le dossier pour être capable de ça, je pense que c'est des éléments qui sont importants d'expliquer en amont et non en aval. Je ne sais même pas si c'est le bon. Parce qu'avant, au lieu d'après. Au lieu d'après. Puis surtout. Y a quelqu'un qui peut me dire si c'était le bon? Dites-le à votre courtier hypothécaire parce que si votre courtier hypothécaire n'en parle pas puis il découvre tout le travail puis il le découvre en cours de route, oubliez ça, là. Il faut qu'on sache tout. Non, mais surtout le créancier. C'est le créancier, on lui a expliqué, on a une chance de passer à travers la transaction. S'il le découvre, vous passez pour le gars qui a essayé de le cacher. Jamais bon, jamais bon. Moi, là, je dis souvent, ne cachez rien. Ne cachez pas les irritants, essayez juste de les adoucir. Oh, je sais pas. Les atténuer. Les adoucir, bien les présenter. Donc, c'est pas... Tantôt, on parlait de maquillage. Ben oui, maquiller. On va bien présenter un irritant, un prêteur. Ça, c'est le maquiller.
on ne falsifiera pas de Voilà. documents. Jamais. Moi, là, il faut qu'on arrive proche de la conclusion parce que ça fait déjà longtemps qu'on retient 111 personnes présentement. Hey, Vous n'avez pas des bains à donner, vous autres? des bonnes données. Donc, on vient de tomber à 110, il y en a un qui avait des bains à une question donner. avec Olivier. Ben écoute, la question du TGA, parce que là, on regardait tantôt l'immeuble que je parlais, puis le TGA était trop bas. Fait que où est-ce que je peux avoir une bonne référence pour savoir le TGA il est plus ou moins à combien selon la région, parce que là, c'est pas évident non plus, là, ça Yep. varie. Depuis que les taux d'intérêt fluctuent, Ça bouge vite, hein? le TGA bouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le TGA, le taux global d'actualisation, 75 de la composition de ton TGA est composé du taux d'intérêt de ton prêt. 25 est composé du rendement que tu devrais rechercher. Ça fait une belle petite formule, ça fait un TGA. Quand les taux d'intérêt augmentent, les TGA augmentent aussi. Alors, effectivement, je ne peux pas aujourd'hui te dire dans la région de La Salle, 4,7, ça fait du sens, c'est un TGA de secteur, parce que les taux d'intérêt ont bougé à peu près 5 fois depuis 1 an et demi. Donc, le meilleur moyen de savoir exactement, tu t'enlignes-tu vers la bonne transaction, c'est de consulter un courtier hypothécaire. En l'occurrence, Peter. Ça fait partie de la game. On va se garder 2 questions pour après. Je veux juste faire quelques annonces. Premièrement, le lancement de la 11e édition du magazine Mordus Immobilier. Le 11 octobre, Auberge Saint-Gabriel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent commenter s'ils étaient là. Tu étais là, toi, hein? Magnifique. C'est vraiment Super fou. Les belle meilleurs place. bouchées qu'on a jamais Ah ouais. eues. On a une salle incroyable, une ambiance incroyable. Donc, le 11 octobre va faire encore beau. Je vous invite à réserver votre limousine parce que le stationnement est plus difficile. Donc, nous autres, l'année passée, on est arrivés en limousine. C'était vraiment extraordinaire. On débarque, on rentre, c'est fini. Puis, ils nous ont ramené, c'est des frais minimes. Donc, je vous invite à le faire. Et je serai là. Notre Excellent. expert Peter va être là. Donc, parfait. J'ai fait l'annonce le 11 octobre. Il faut être là. C'est des événements, vraiment, je pense que c'est des événements, les lancements des magazines des Mordus, c'est 3 fois par année, c'est les plus hautes de toute l'industrie de l'immobilier. Je vais vous donner la réponse au concours de Peter. Tu peux-tu faire le tirage tout de suite? On lance le tirage, donc je donne la réponse tout de suite. Donc, ceux qui ont déjà participé, on va dire le gagnant dans quelques secondes. Faculté des Mordus d'immobilier, c'est le 29 septembre, ce samedi. Journée complète, 10h30 à Brossard. Le matin, il y a 2 formations. L'après-midi, il y a 2 formations. Vous faites votre choix. Vous avez le droit de participer juste le matin, juste l'après-midi. La formation se continue pendant un dîner et pendant un souper. Donc, le matin, votre dîner comprend une partie d'exercice qui va avec la formation. Et la même chose pour le souper. Pourquoi on a fait ça? Parce que les Mordus d'immobilier, notre mission, c'est vraiment d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'immobilier. On ne fait pas ça pour donner de la formation. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut rencontrer des gens qui sont mordus d'immobilier. On veut leur donner des réponses qui puissent avancer plus vite dans leurs investissements, exploser leur parc immobilier. Code promo Mordus 50. Code promo Mordus 50, tu vas l'afficher? Je l'ai déjà mis. Parfait. As-tu tiré le nom? Ouais, je l'ai C'est marqué, parti. ça, c'est- Ah, tu me l'as marqué? Parfait. Donne-moi 2 secondes. Il faut juste que je ferme ça. Oh, Nathalie Jean est en ligne. Elle aime mon vidéo. Webinaire. Lundi prochain, notre webinaire mensuel. Chaque premier lundi du mois maintenant. On était le mardi, mais là, c'est le lundi. Donc, chaque premier lundi du mois, je vais avoir soit un invité ou vous présenter un webinaire de 30 à 40 minutes. Donc, soyez-y. La promo va partir demain. Vous allez avoir accès à l'information pour vous inscrire au webinaire. Seulement 500 places disponibles. Donc, assurez-vous de faire vite pour vous inscrire. Quand vous voyez le lien, ça prend 10 secondes. Cliquez, 3-4 clics. Vous êtes inscrit. Vous allez recevoir un courriel de confirmation qui vous explique exactement comment participer à ce webinaire-là. Est-ce que j'ai bien fait ça? Très bien. TVA va m'appeler demain faire des infos. Excellent. plus. Excellent. Good. Donc, j'ai pas de questions. Il Pour reste ceux, qui une ont, question là? pour ceux qui n'auront pas gagné, ils peuvent utiliser le code promo Mordus 50. Mordu 50, tout d'un mot. Code promo, Peter Mordu 50. 50. Ou Peter 50, marche ça aussi. fonctionne. 50, Oui, Mordus c'est ça, j'ai oublié de dire. C'est Peter va excellent. être là. Je vais vous résumer rapidement les 4 formations. Ma formation, comment utiliser les prêts privés pour faire exploser vos investissements immobiliers. Formation de François Bélanger, mon partenaire chez Selma Finance, qui donne une formation comment devenir prêteur privé. Puis pas besoin d'être millionnaire pour devenir prêteur privé. À partir de simplement 10 000 François est capable de monter un setup pour vous pour que vous soyez un prêteur privé. Peter va venir nous parler de la valeur économique. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon introduction? La journée où mes investissements immobiliers ont explosé, c'est la journée où j'ai réussi à commencer à jongler, à faire des mathématiques immobilières parce que je savais calculer la valeur économique. Donc, ça a été un point tournant dans ma carrière, ça peut être un point tournant dans votre carrière. On va avoir Richie Darèche aussi.
qui va arriver nous parler. Richie, lui, il est plus spécialisé dans le petitplex. Donc, les gens qui ont peur de dire « je ne peux pas avoir un 24 logements, un 12 logements, c'est trop de locataires à gérer en même temps », mais lui, il va vous faire acquérir des petitplex tranquillement pas vite avec 0,1 million en 2 ans, je pense, d'investissement immobilier. Donc, soyez-y, c'est samedi 29 septembre. Moi, je fais une petite annonce. Demain, moi, Yann, la moitié de l'équipe, Bruni-Surin, Sébastien Sperano, my man, qui nous a fait un sacré événement la semaine passée, jet privé, Ottawa, Tony Robbins! Ouais, ça fait un bout qu'on en entend parler. C'est malade, ça. On va être là demain. Donc, suffit pour les annonces. Avais-tu une dernière question? Non, c'est posé. C'est posé. Je Donc, vais les tu vas poser faire un hors offre d'achat d'onde. cette semaine? Tu Ben, fais c'est un offre sûr. d'achat cette semaine? Il faut que je fasse un offre d'achat. Peter, un dernier commentaire? Dernier commentaire, quand vous travaillez avec un courtier hypothécaire, vous avez toujours l'assurance d'avoir les meilleures conditions. Ça ne vous sert à rien de magasiner dans ces conditions-là. Donc, je pense que c'est important de consulter une personne qui est spécialisée dans le financement. Les mordus, maximisez votre temps. Trouvez le meilleur spécialiste qui peut vous aider. Vous allez sauver du temps. Faites ce à quoi vous êtes bon. Faites de la prospection. Trouvez des bons deals. Remettez votre financement à un spécialiste. Il va trouver les meilleures conditions pour vous. Magasinez bien votre spécialiste. Ici, Jocelyn Grégoire. Non, tu sais, je suis rendu comme à la télé. C'est Jocelyn Grégoire. Non, Faudrait que tu claques des doigts, que les lumières s'éteignent. tu sais, je le comme- faisais avant, pour vrai. Question, Hugo. As-tu une question? Quel est le délai c'est à l'achat pour refinancer dans le commercial sans que la banque considère le prix d'achat? 12 mois. C'est 12 mois exactement. 12 mois. 12 mois exactement. Donc, hey, je vous remercie d'avoir été là, les mordus. Si vous voulez me rendre service, si vous voulez nous aider, la communauté des mordus, on fait tout ça gratuitement. On est là live pour vous aider. Si vous voulez vraiment nous aider, là, partagez ce live-là. Notre mission, inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Si vous nous aidez, vous allez nous aider à aider plus de gens. Je vous remercie. Même heure, même poste. J'ai mélangé 2 mots. Même heure, même poste la semaine prochaine. Content d'avoir été avec vous ce soir. Bye.